Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, madame la présidente du département, monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le président de la chambre de commerce, monsieur l'ancien ministre Arnaud Montebourg, monsieur et madame, messieurs les intervenants. Sans plus tarder, je vais lancer au nom de l'Agropole cette troisième grande conférence, qui est la deuxième avec nos partenaires ERIA. Je salue d'ailleurs Arthur Fitaman, qui est le patron des éditions Fitaman. Arthur, merci d'avoir organisé avec nous, et Adrien, qu'on appellera tout à l'heure, cette soirée. Sans plus tarder, j'appelle les trois présidents qui constituent aujourd'hui la force vive d'Agropole. Alors, pour commencer, on va commencer par les dames. Myriam Viau, présidente d'Agropole Entreprise. On ne ferait rien sans Agropole Service avec Paul Vauvant, également conseiller départemental. Et puis l'industriel de l'étape qui représente la présidence d'Agrotech, Patrick Georgelin. Ils ont un petit challenge ce soir, c'est qu'ils ont 30 secondes pour se présenter chacun et présenter leur structure. Madame ? En fait, tu avais dit 1 minute. Tu viens déjà de raboter. Alors, moi, je suis donc Myriam Viau, je suis présidente d'Agropole Entreprise. L'Agropole, 30 ans à peu près d'existence, chambre de commerce et d'industrie, conseil départemental et Aglo également à l'origine. C'est un concept qui fonctionne très très bien, puisqu'aujourd'hui, 30 ans après, nous avons sur le site 105 entreprises, 2700 emplois, 2850 même, puisqu'on a bientôt les chiffres de 2022, 2800. Et alors un chiffre que j'aime beaucoup dire, il y a à peu près pour 1 million d'euros d'argent public investi par la collectivité, il y a 10 millions d'euros qui sont levés, même un peu plus de 10 millions d'euros qui sont levés d'argent privé. Donc vous voyez qu'en fait l'argent qui est investi ici par le conseil départemental en l'occurrence, appuyé par la chambre de commerce, mais ça marche. Voilà, ça crée de l'emploi, ça innove et on est très très heureux. On a la chance d'avoir un directeur général et une équipe qui sont curieux, intelligents, bosseurs. Donc ça explique aussi beaucoup le virage que l'Agropole va prendre. Vous allez voir qu'il va y avoir des changements dans les années à venir. Donc je tiens à remercier les équipes. À toi. 1 minute. Ah non, d'abord c'est Patrick. Ah bon ? Donc, Patrick Georgelin, je préside l'Agrotech, ce centre technique qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs produits et également des futures grandes entreprises, comme on a pu l'avoir par le passé. Et le travail, là aussi, de toutes les équipes d'Agrotech est performant. On se fait connaître, reconnaître surtout, et l'objectif c'est de développer à nouveau. Il y a des beaux projets en cours. Je pense qu'on a encore de belles années. Et on a surtout une pépite dans notre territoire qui accompagne, surtout dans le domaine agro. On a plein de richesses ici. Merci Patrick, effectivement. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Un industriel important du secteur. Oui, on a une pépite, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore assez connue. Et on est aujourd'hui dans une journée qui marque justement cette ouverture d'Agropole sur le grand public, sur le territoire. Et moi, je voudrais surtout remercier l'équipe qui a constitué un plateau vraiment de choix, avec des industriels de niveau national, industriels qui sont aussi présents souvent dans le concours national Agropole. Donc, Agropole rayonne au niveau national, mais pas encore assez au niveau des territoires qui sont proches des nôtres. On a une stratégie donc, de développement maintenant dans tout le département. Avant, on était un petit peu coincé sur le site d'Agen. On a vu la nécessité aujourd'hui que le site d'Agen est presque rempli de travailler à l'échelle de tout le département, mais même de se permettre des collaborations à l'extérieur. Ces collaborations, elles deviennent importantes à notre niveau. Et aujourd'hui, c'est donc l'occasion de parler justement de développement des territoires. Merci à ces intervenants là qui vont donc nourrir ce débat, et que Sylvain a eu l'avantage de créer
de façon très experte. Et merci à tous d'être là pour écouter donc tout ce qui va se dire. Je salue d'ailleurs une personne qu'on rencontre régulièrement souvent, c'est monsieur Michel Masset, que je vois, parce que Paul, tu parlais d'extension d'Agropole. La deuxième site Agropole arrive sur Damazan, hein, et Michel, qui est à la fois le vice-président du département, représente aussi la zone d'activité en question. Merci Michel d'être là ce soir. Merci à tous les trois. Sans plus tarder, avant de démarrer le sujet que va nous introduire à merveille Adrien Cahuzac dans quelques minutes, on vous propose avec mon collègue François Chabrier, qui n'a pas pu être là ce soir, un petit clip de quelques minutes sur la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette grande conférence. Je suis François Chabrier, je suis désolé de ne pas être présent avec vous aujourd'hui, mais je vais quand même, à travers cette vidéo, vous présenter un petit peu ce qu'est la notion de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une notion qui est récente ? Est-ce que c'est une notion qui date déjà de quelque temps ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Et où en sommes-nous vis-à-vis de cette souveraineté ? Donc je vous propose de vous fournir pendant ces quelques minutes 2 ou 3 chiffres qui vont vous permettre un petit peu de situer où nous en sommes vis-à-vis de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, est-ce une notion qui est récente ? La réponse est non, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque ça date de 1996. En effet, on a évoqué ce terme de souveraineté alimentaire pour la première fois au Forum mondial de l'alimentation de Rome en 1996. Et c'est une structure qui est une sorte d'agrégat de rassemblement de différents agriculteurs, de petits agriculteurs. Ils ont eu une grande campagne d'affichage autour de ce terme de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? C'est lors de ce forum que ça a été expliqué. La souveraineté alimentaire, c'est quoi ? C'est le droit de chaque pays à développer sa capacité de produire son alimentation de base. C'est-à-dire que lors de ce forum, il a été rappelé, l'ONU a rappelé à tout le monde que le fait d'être autosuffisant, d'être capable de produire l'alimentation de base pour préserver sa population, à la fois sur une nourriture de qualité et une nourriture en quantité suffisante, était un droit inaliénable de chaque peuple. Et ce droit-là, en fait, si on reprend la définition, c'est ni plus ni moins que le droit d'accès à la sécurité alimentaire. Le droit d'avoir accès à une nourriture suffisante pour tout le monde, qualitative et quantitative. Donc en fait, en 1996, à travers Via Campania notamment, a été rappelé le droit inaliénable à la sécurité alimentaire pour l'ensemble des peuples. Alors maintenant, on peut se poser la question d'où est-ce qu'on en est avec cette notion ? Est-ce que nous sommes capables d'être autosuffisants, de produire l'ensemble de la nourriture qui est nécessaire à l'ensemble de la population ? Et je vous propose qu'on regarde ça sur 3 niveaux. D'abord sur le niveau mondial. Si on se concentre sur le niveau mondial, entre les années 60 et les années 2020, que s'est-il passé ? On a la population mondiale qui a grossi de 3 milliards d'individus à 7,8 milliards d'individus. Ça nous fait une multiplication par 2,6 de la population mondiale. C'est ce qu'on retrouve sur la première colonne du graphique. La population a eu un facteur multiplicatif de 2,6 sur cette période de 1961 à 2020. Et si on regarde en parallèle ce qui s'est passé au niveau de la production des denrées alimentaires, on se rend compte que la quasi-totalité des denrées principales, alors ici on a pris le blé, le riz, le maïs, les légumes, les fruits, le lait, les œufs et la viande, toutes ces denrées ont eu des quantités dont la production a été multipliée par au moins le facteur multiplicatif de l'évolution de la population mondiale. En effet, si on regarde, le lait est à 2,6 avec un facteur multiplicatif de 2,6. Le blé, on est aux alentours de 3. La même chose pour le riz. Le maïs, on monte quasiment à 6. Idem pour les légumes. Donc on a bien une agriculture qui a su s'adapter à la croissance de la population et qui a su maintenir les mêmes niveaux de production, enfin en tout cas les niveaux comparables par rapport à l'évolution de la population. Donc au niveau mondial, on peut dire que on est sur un statu quo en termes de quantité d'alimentation au niveau du lait et on a une progression de la quantité disponible par habitant sur l'ensemble des autres matrices alimentaires.
Maintenant, si on zoome un petit peu et que l'on va sur la partie Europe, en Europe, on a eu une croissance de la population qui est de l'ordre d'un facteur multiplicatif de 1,26 avec le passage de 355 à 447 millions de la population. C'est un petit peu le même constat qu'au niveau mondial où on se rend compte que globalement, l'ensemble des denrées de base alimentaires sont couvertes et leur production a évolué de manière à minima équivalente à celle de la croissance de la population mondiale. En regardant, on voit que les fruits restent au même niveau et on est au-dessus pour l'ensemble des autres denrées avec le blé où on est un peu plus de x3, les agrumes où on est aux alentours de 2,5, le maïs on va être à 1 x4, les légumes on est à 1 fois 1,5 à peu près. Les fruits, on est à 1,26, le lait, on est à 1,3, les œufs, on va être aux alentours de 2 et la viande, on est aux alentours de 3. Donc, on voit que les facteurs multiplicatifs, là aussi, ont suivi l'évolution de la population au niveau européen. Continuons notre zoom et on se retrouve sur le niveau français. Au niveau français, la population est passée de 46 à 65 millions d'individus, ce qui représente une croissance globale de la population d'un facteur multiplicatif de 1,4. Là aussi, on voit pas de souci. Au niveau du blé, on est à un facteur multiplicatif de 3. Au niveau du maïs, on voit qu'on a un facteur multiplicatif de 5. Au niveau des œufs, on est largement au-dessus. On est quasiment à 6 comme facteur multiplicatif. Ça se tend un petit peu au niveau de la viande, où on est quasiment équivalent au facteur multiplicatif de la population. Par contre, on voit qu'on est en dessous de ce facteur multiplicatif, ce qui veut dire que la quantité produite par habitant a diminué pour les légumes, les fruits et le lait. Donc, globalement, on a abaissé la quantité disponible de ces différentes denrées pour les habitants français. Si on récapitule un petit peu ce qui s'est passé, on retrouve les mêmes graphiques que l'on vient de voir, avec l'évolution de la population mondiale, puis européenne, puis française. Et on voit bien qu'au niveau de l'ensemble des denrées, au niveau mondial et européen, on a des courbes qui se suivent. Par contre, sur fruits et légumes et lait, on a la France qui est légèrement en deçà et qui a eu une baisse de production par rapport à la croissance de la population. Maintenant, de cette notion, on pourrait très bien avoir des évolutions qui sont complètement déconnectées du taux d'auto-approvisionnement. C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question de savoir est-ce que si on nommait ce facteur multiplicatif et qu'on n'a pas cette croissance de la quantité de denrées, est-ce que c'est problématique ou est-ce qu'on était très excédentaire et on est devenu juste autosuffisant? Donc si on regarde le taux d'auto-approvisionnement que l'on a, on se rend compte qu'en France, le taux d'auto-approvisionnement a baissé de 3% en 10 ans. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur certaines denrées, on peut regarder le taux d'approvisionnement que l'on a ici sur l'axe des abscisses. On peut se rendre compte, on va prendre par exemple le vin. Le vin, on peut voir qu'on a un taux d'approvisionnement aux alentours de 140%. Ce qui veut dire qu'on couvre largement les besoins de la population française en vin. Derrière, si on regarde au niveau de l'axe des ordonnées, on voit que pour le vin, on a une croissance aux alentours de 15% de ce taux d'approvisionnement sur 10 ans. Ce qui veut dire qu'on a gagné en quantité produite, qu'on est plus à l'aise, qu'on produit plus que ce que l'on consomme en vin. Maintenant, on peut regarder par exemple les pois. Pour les pois, on est à peu près au même niveau d'auto-approvisionnement que le vin. Par contre, là, on voit qu'on a une diminution au cours des 10 dernières années du taux d'auto-approvisionnement. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de moins 30%. On a moins 30% de taux d'auto-approvisionnement en 10 ans sur cette denrée. Si on regarde d'autres produits, on peut regarder par exemple la févrole qu'on a ici. La févrole, on est à peu près autosuffisant puisqu'on est autour de 100% du taux d'auto-approvisionnement. Par contre, on voit que sur 10 ans, on est à moins de 200%. On a considérablement diminué notre capacité vis-à-vis de la consommation. Ou du moins, la production a pu rester stable, mais la consommation a quant à elle augmenté. Donc on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de produits pour lesquels on est en dessous des 100% d'auto-approvisionnement et qu'on a un peu plus de la moitié des produits qui ont été relevés par cette étude qui sont, eux, avec des taux de croissance du taux d'auto-approvisionnement négatifs. Donc qui tendent à montrer que l'auto-approvisionnement est en train de diminuer au niveau français. Maintenant, ce taux d'auto-approvisionnement, on peut le regarder d'une autre façon et de regarder quelle est notre capacité d'exportation. Est-ce que l'on est en surproduction ou pas? Sur quelle denrée? Comment est-ce que cela se dessine en quelque sorte?
La capacité d'exportation que l'on a, on peut regarder dans l'ensemble des graphiques qu'elle est extrêmement impactée par les aléas climatiques et par les différentes crises qui ont pu être traversées. Par exemple, en 2016, on a eu une crise au niveau du blé dur et on voit immédiatement, quand on regarde les statistiques, une très grosse chute au niveau des exportations de blé dur. Ce qui est logique puisqu'on commence par approvisionner autant qu'on peut le marché intérieur avant de passer sur de l'export. Si on regarde sur l'ensemble des produits, on voit que c'est également très variable. Pour de la poudre de lait écrémé, par exemple, on a une évolution de la capacité d'exportation de 20%. On a fait croître notre capacité d'exportation sur les 10 dernières années de 20%. On est 20% plus capable d'exporter. A contrario, on retrouve une baisse au niveau des févroles. Et entre les différents produits, on va avoir tout un tas de produits qui sont, on va dire, entre le vin globalement et la pomme de terre, pour lesquels on a des évolutions de ce taux d'exportation qui ne sont pas phénoménales, sur lesquels globalement on reste sur les mêmes niveaux au cours des 10 dernières années. Le vin est intéressant à regarder parce qu'on a une légère capacité d'exportation, alors qu'on a vu qu'on avait un taux d'auto-approvisionnement qui était très fort. Donc, de ce fait, ça veut dire qu'on a une partie qui est exportée, mais qu'on a une autre partie également qui est transformée et qui n'est pas directement utilisée comme telle en auto-alimentation. Donc au niveau de l'évolution de la capacité d'exportation, on voit qu'elle est assez proche des taux d'auto-approvisionnement que l'on a pu voir précédemment. Pour construire ces petits repères que nous avons pu partager, j'ai pu aller dans la bibliographie avec un gros rapport notamment qui a été édité par France Agrimaire en 2023 et avec des données qui sont de différentes dates, 2023 pour les plus récentes, au mois de mars, et on peut remonter avec des notions autour de cette thématique, de cette souveraineté alimentaire qu'on peut rapprocher jusqu'en 1668 avec Molière qui nous dit que quand on a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Oui, c'est une vision des choses, la vision de l'avare. Cependant, quelle nourriture avons-nous ? D'où vient cette nourriture ? Est-ce qu'elle répond à nos exigences actuelles de provenance locale, que l'on clame haut et fort ? D'où vient-elle ? En quelle quantité ? Comment peut-on l'obtenir ? Et à quel prix ? Je vous propose de continuer la conférence pour pouvoir échanger autour de ces sujets. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Souveraineté alimentaire. Merci à tous d'être venus à cette grande conférence RIA Agropole sur le thème de la souveraineté alimentaire. Donc ensemble, pendant près d'1h30, nous allons parler compétitivité, sourcing, financement et innovation. Et pour évoquer ces sujets à travers des solutions concrètes, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités exceptionnels. Arnaud Montebourg, ancien ministre, aujourd'hui entrepreneur, que je vais inviter à me rejoindre sur scène. Jacques Roison, directeur général adjoint du groupe Arteris. Nicolas Delus, vice-président de Nutrition et Santé. Et Jérémy Stroner, PDG de Yogi. Nous aurons également 2 grands témoins en fin de table ronde. Arnaud Pichard, président de l'association Retour de l'Industrie en France, et Peyo Etchelekou, dirigeante de la Maison Agour, qui s'exprimeront à la fin de cette table ronde qui sera ponctuée par une session de questions-réponses avec la salle. Eh bien, merci à tous. J'attends que la musique... voilà. Bien, merci. Alors, donc on va d'abord parler compétitivité, coût de production. Donc, on le sait tous ici, la France souffre d'un certain handicap qui n'est pas récent en termes de compétitivité, qui grève du coup sa souveraineté alimentaire notamment. Je me tourne vers Arnaud Montebourg. Donc aujourd'hui, vous avez lancé depuis quelques années plusieurs initiatives de reconquête industrielle dans l'agroalimentaire. Donc on vous a vu sur le front des amandes, sur le miel, également donc sur les glaces avec le lancement d'une marque qui s'appelle la Mémère. Comment on fait, par exemple, dans les amandes pour lancer une production ex nihilo, sachant que dès le départ, en fait, vous étiez désavantagé en fait, dans les coûts de production par rapport aux grandes zones qui font des amandes ? Merci de votre invitation et en saluant les autorités présentes du département.
il faudrait rappeler peut-être, pour répondre à votre question, que nous avons décidé de relocaliser ce fruit sec, sa culture, l'amandiculture, sur le sol français, qui avait quasiment disparu. Donc l'avantage est considérable, parce que c'était une recréation. En 2 mots, le producteur mondial de l'amande est la Californie, même pas les États-Unis. Tout est en Californie, 445 000 hectares. C'est comme si vous n'aviez qu'un verger de Perpignan jusqu'à Metz. Et tient 80% de la consommation mondiale production. Il n'y a plus d'eau. C'est un désert. Ils ont construit une stratégie de monoculture industrielle, agricole, en utilisant les techniques du forage pétrolier pour pomper les nappes phréatiques. Donc évidemment, la vallée du San Joaquin de la Californie intérieure, qui a pompé l'eau de la nappe phréatique de Los Angeles et San Francisco, il y a maintenant des conflits d'usage de l'eau, faire boire les arbres ou les hommes. Donc évidemment, les hommes politiques locaux ont décidé de faire boire les hommes, donc on arrache. Donc évidemment, on s'est dit, comment se fait-il que l'amande, qui est un fruit méditerranéen, qui est né dans le bassin méditerranéen, la Judée, la Syrie, jusqu'à l'Iran, et évidemment de la Sicile en passant par le Maghreb et la Provence. Je rappelle qu'en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers, rien qu'en Provence, je ne parle pas de l'Occitanie. Et donc on s'est dit, il faut relocaliser ce fruit. Alors à la faveur des gels, le fait que c'est un fruit qui ne vient en régime de croisière qu'au bout de 6 ans, donc il y a beaucoup de patience à avoir, c'est un savoir-faire qui a disparu, bon, évidemment. Donc il n'y a pas d'amande made in France. Et pourtant, nous en utilisons 45 000 tonnes. Il y a 45 000 tonnes consommées par an et nous n'en produisons que 800 tonnes. Donc nous avons décidé au minimum de reprendre la partie, j'allais dire, supérieure du marché, celle qui peut accepter les coûts de production, on va dire 10%, 15%, maximum 20%. C'est ce qui se passe dans ces phénomènes de reconquête. Donc on mise sur la qualité, sur parce le qu'on local, sait qu'on ne peut déjà. pas lutter sur les coûts. En tout cas, le prix de l'eau, le prix de la rareté va s'exprimer bientôt. Donc on ne sait pas si ce cours... Une chose est sûre, c'est que la croissance, elle, en volume, est de 5% l'an, sur le plan mondial. Pourquoi ? Parce que les classes moyennes des pays asiatiques, puis bientôt africains, consomment de l'amande. La consomment parce que c'est un fruit qui est parfaitement sain dans la consommation en raison des graisses qui sont végétales et sont donc de très bonne qualité, que la pâtisserie industrielle a connu des progrès considérables et que l'amande est maintenant utilisée, y compris dans la cosmétique. Donc vous avez 3 usages pour un seul fruit. Et la particularité donc, de ce fruit, c'est qu'en fait, il faut attendre très longtemps avant d'avoir les premières récoltes. Donc ça veut dire engager des coûts dès le départ et d'avoir un chiffre d'affaires en revenu au bout de 6 ans. Je crois que c'est ça, hein, voilà. C'est ça. Donc comment on fait pour tenir pendant cette période-là ? Comment allions-nous y prendre pour relocaliser un fruit où il n'y a plus de savoir-faire ? Il restait un labo de l'INRA à Avignon-Montfavet avec le dernier des Mohicans qui était la Vestale qui gardait la mémoire variétale de l'histoire de l'amandiculture française. Donc évidemment, il n'y avait plus personne. Plus personne ne savait pratiquer cet arbre à part 2 ou 3 agriculteurs qui s'étaient relancés sur le plateau de Valençol. Et donc la question de savoir, c'est comment on fait pour remettre 5000 tonnes sur le marché made in France. Voilà, sur 45 000. Voilà, c'était déjà 10%. Et alors comment on fait ? Eh bien, nous nous sommes dit, écoutez, c'est très simple. D'abord, on va voir l'INRA. Puis on leur dit, ne fermez pas le dernier laboratoire. Donc l'INRA est entré dans notre capitale. Ils nous ont confié, on a passé un accord pour que le fameux dernier scientifique qui travaillait sur l'amandiculture devienne notre directeur scientifique. Donc on a financé avec eux, cofinancé, c'était l'engagement qu'on avait pris, qu'on a tenu, financer le programme de biocontrôle pour nous passer des pesticides de lutte contre le ravageur, comme il y a la guêpe de l'olivier, vous avez la guêpe de l'amandier, donc ça on l'a fait. Et puis ensuite, donc déjà on a eu l'INRA avec nous, c'était la première démarche. Puis deuxièmement, on a cassé le modèle économique, qui est le modèle, j'allais dire, contractuel, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui viennent, qui disent à des agriculteurs, vous avez planté des fruits, et puis si ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Bon, là on a dit, on s'associe avec vous, on n'achète pas la terre, parce que nous ne sommes pas des Américains et des Chinois, nous défendons la propriété
agricole foncière issue de la Révolution française. La terre est à celui qui l'exploite, c'est le principe, hein, et c'est un très bon principe. Et donc notre vision était de dire nous allons constituer des sociétés en commun pour gagner de l'argent ensemble et aligner l'aval sur l'amont, c'est-à-dire finalement devenir nous-mêmes des agriculteurs, même si nous sommes d'abord des financiers, 2 des technologues, 3 des commercialisateurs, donc des distributeurs, 4 des transformateurs parce qu'on va casser l'amande, mais l'agriculteur, c'est d'abord vous, donc nous on est des agriculteurs minoritaires chez vous. Alors au début, je me souviendrai toujours, je suis allé dans un canton avec mon associé François Moulias, que connaît bien notre ami d'Artéris. On est allé à Lagnes, dans le Vaucluse, devant la section cantonale de la FDSEA. Je me souviendrai toujours, avec l'élu, le conseiller général, il nous avait invités, il dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amende? On veut bien savoir quand même, hein !» Bon, alors on arrive avec notre accent bourguignon, déjà, c'est pas terrible, et parce que tout ce qui est au nord d'Avignon, c'est Paris, hein, alors même si nous ne sommes pas de Paris du tout, mais du tout, et là, on leur explique notre projet, et il y a le chef de la section cantonale dit « Monsieur Montebourg, je vous fais grâce de l'accent, la mariée est trop belle, il y a un loup. » Sauf que nous avons conçu ce modèle économique, d'abord, 1, pour le rendre attractif, 2, pour tirer les leçons de l'écroulement de l'agriculture dans l'arboriculture, et 3, pour résoudre le problème du risque financier que prend l'agriculteur quand il se lance dans une diversification, le risque commercial qu'il prend dans une filière qui n'existe plus, le risque technique dans une filière où le savoir-faire a disparu. Donc nous avons décidé d'assumer ces 3 risques et de le dérisquer et de travailler avec lui. Et évidemment, la mariée n'était pas trop belle parce qu'on a trouvé des investisseurs qui ont décidé de faire ce qu'on ne fait pas dans l'agriculture. D'attendre. Investir et attendre. C'est-à-dire, non, pire. Depuis le néolithique, l'agriculteur est payé au moment de sa récolte. Or là, la récolte, c'est... Là, on a nos premières 18 tonnes sur ce qu'on a planté il y a 3 ans, qui vont sortir cette première saison. Qui sont exploitables, Ah oui, nos premières 18 tonnes, c'est à peu près ce qu'on va avoir. Pour les 3 ans après, c'est petit, hein. C'est nos premiers vergers, on a 350 à peu près maintenant plantés, hectares. Et donc, il faut attendre 6 ans pour être en régime de croisière. Donc on a dit, on va payer le travail du paysan avant sa récolte. Alors c'est pour ça que personne ne nous croyait au début, ils ont sorti la carabine en disant mais c'est des menteurs, surtout un homme politique, c'est un menteur, un escroc. Surtout un ancien ministre. Évidemment. Alors, mais non, c'était vrai. Alors la conséquence, c'est que comme c'est vrai, évidemment, on a cassé un peu le modèle du surendettement du paysan, du contrat d'achat de l'arboriculteur auprès de l'arboriculteur. Vous connaissez tout ça ici dans cette région, parce que vous avez beaucoup de production. Et donc, ça, au début, c'était incompris. Et puis, je vous donne le bilan 5 ans après. Nous avons eu 3500 hectares de déclaration de candidature. Nous avons levé 11 millions pour financer ce modèle. Notre première récolte est cet été avec 18 tonnes et ça va partir en asymptote. Et Artéris, première coopérative du Midi, s'est associée avec nous, est entrée à notre capital. Et nous sommes nous-mêmes très fiers d'annoncer que nous sommes associés à 25 000 agriculteurs qui ont fait de l'amande, en Provence et en Occitanie, un outil de diversification de leurs exploitations. Tout ça en dérisquant financièrement, dérisquant commercialement, parce que l'amande, tout le monde nous achète. Nous, on n'a pas planté qu'on a déjà vendu, et on connaît le prix. Donc le problème, c'était l'agriculteur et le réapprentissage de ce métier. Voilà, alors ça permet de faire, on va pouvoir faire, 2000 hectares. Si on fait 3000, ce sera extraordinaire. 4000, ce sera du génie. Mais on ne pourra pas affronter le mass market. On va affronter le premium. Mais par exemple, l'Occitane en Provence, qui a une ligne de cosmétiques d'amande, a de l'amande étrangère qui n'est pas de Provence. Alors qu'elle s'appelle l'Occitane en Provence. Donc ils nous disent, nous, on a besoin de 700 tonnes. Le nougatier de Montélimar, même topo. Il dit, moi j'ai des amandes, je vais faire venir d'Espagne, de Turquie, je veux de la française. Et d'ailleurs, ils ont bien raison, parce que les variétés françaises que nous avons travaillées, repris dans le patrimoine de l'INRA, c'est des variétés formidables. D'abord, c'est l'histoire de celui qui les a constituées sur le même porte-greffe et qui a sorti des variétés goûtues, charnues, magnifiques.
Donc on va redécouvrir tout ça. Et donc c'est l'histoire du retour de l'amande dans son berceau. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Alors le prix, nous on n'a pas de problème de prix. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut de l'amande made in France. Alors le jour où il y aura que de l'amande made in France, je suis pas sûr que on sera. Mais c'est pas le sujet, parce que là on a une marge de progression. Et je vais vous dire, si dans tous les secteurs, il y a 9000 produits, parce que c'était un très bon reportage avant, il y a 9000 produits, nous sommes déficitaires sur 6500, industriels et agricoles, hein, en France. Nous sommes déficitaires sur 6500. Nous sommes à la ramasse. Et c'est très grave ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je trouve que c'était très bien de le dire, mais pas qu'en agriculture, en industrie. Donc déjà, si on reprenait dans tous ces secteurs, toute la partie premium, on aurait de quoi payer nos retraites, équilibrer le budget de l'État, mettre tout le monde au travail, il y aurait de quoi faire. 1 million d'emplois de plus. Déjà, faisons ça dans tous les secteurs, vous allez voir. Dans tous les produits, tous les secteurs. Sur ce projet, donc, vous êtes entouré de partenaires, d'investisseurs, vous l'avez dit, notamment Arteris. Jacques Groison, justement, qu'est-ce qui a poussé une grosse coopérative comme Arteris à se lancer dans cette nouvelle production, à investir, à croire au projet, et qu'est-ce que vous pouvez en attendre, en fait ? Comment vous allez développer L'objectif principal pour nous, c'était d'apporter des solutions de diversification à nos agriculteurs. On a besoin de rapporter de la diversité dans les assolements, de leur donner aussi des ateliers de travail qui changent un peu que de la céréale. On est évidemment sur la région Grand Sud, donc à la fois Occitanie et Sud. Donc c'est le territoire de prédilection de l'amandier. Donc en termes pédoclimatiques, c'est la zone idéale. Et on a cru dans le modèle aussi. Donc on a voulu aussi, au travers de ce partenariat, se lancer dans ce test de dire est-ce qu'on a des modes de financement de nouvelles cultures qui peuvent nous aider à accélérer un certain nombre d'établissements de ces cultures-là. Et donc c'est vrai que le mode de financement qui aide l'agriculteur à installer son verger et à être rémunéré dès le premier jour, c'est nouveau, ça n'existe pas. Donc ça peut ouvrir le potentiel de ces cultures-là à des agriculteurs qui n'ont pas forcément des grands moyens d'investir eux-mêmes ou de s'endetter sur 5 ans avant d'avoir la première récolte. Donc l'idée, elle était là. Donc on s'est vite mis d'accord sur le fait que mutuellement on pouvait être intéressés à travailler ensemble. Évidemment, nous on connaît bien les agriculteurs, donc on peut leur expliquer que c'est pas que le modèle va tenir, et on a souhaité prendre une participation au capital de la compagnie des amandes pour donner aussi notre engagement vis-à-vis de ce modèle-là. Donc ça, c'est un exemple intéressant de relocalisation, de justement agricole. Donc il y a aussi des exemples de relocalisation industrielle dans l'agroalimentaire. Je me tourne vers Nicolas Delus. Donc chez Nutrition et Santé, vous avez fait ce choix justement de rapatrier une production d'Espagne en France avec des coûts de production plus élevés. Donc déjà, pourquoi vous avez fait ce choix et comment vous avez fait pour compenser ce différentiel ? Alors, bonsoir. Nutrition et Santé, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est une grosse ETI française. On fait un peu plus de 400 millions. Il y a 10 ans, on faisait 200. Donc, on a eu aussi une belle phase de croissance, même une crise de croissance qu'on a connue. La particularité, c'est qu'on est sur des métiers où on est producteur-fabricant sur des catégories de produits comme les biscuits, la marque Gerblé, que vous connaissez sans doute. On est aussi sur le végétal, des marques comme Céréales Bio ou Soy. Et en fait, on a été porté par des visionnaires qui, il y a une cinquantaine d'années, ont imaginé qu'on allait s'alimenter de façon beaucoup plus végétale et que pour cela, il fallait créer et structurer des filières. Je vais venir à votre question, Adrien, mais juste pour resituer le contexte, et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir, pour témoigner du sujet de la souveraineté, c'est parce qu'il nous est très cher. Et dans cette projection de la vision de manger plus végétal, plus local, et d'avoir une nutrition plus adaptée, on s'est aperçu depuis longtemps qu'il fallait promouvoir le local. Donc sur une de nos marques qui s'appelle Céréales Bio, où on a voulu repositionner la marque en 100% bio et en approvisionnement local. Et il se trouve qu'on a des ateliers de production en France, mais aussi en Espagne. On a voulu faire cet exercice de rapatrier une partie des productions, justement pour pouvoir claimer le Made in France et le local dans nos ateliers de Revel, donc en Occitanie. Et donc en faisant l'exercice financier, effectivement, on s'est aperçu que par rapport à nos coûts en usine en Espagne, donc du côté de Gijón, donc pas très loin,
à 2 heures de transport, on avait 20% à peu près d'écart de coût de main-d'œuvre. Et donc il fallait trouver une compensation. Et en fait, ce dont on s'aperçoit à chaque fois, quand on veut faire ces exercices-là, on a plusieurs leviers. Soit on augmente le tarif, aller proposer à un distributeur, voire même à un consommateur, de payer plus cher le local. C'est quand même un exercice sur des marques et des produits qui sont établis qui est quand même assez difficile dans la pratique. Donc augmenter le tarif pour rapatrier la production, ça n'était pas une option, en tout cas pas à l'époque où on l'a envisagé. Donc il reste ensuite une option que l'on fait très, très régulièrement, c'est de mécaniser. C'est-à-dire dans l'exercice qu'on a fait, les 20%, on allait les chercher. Et c'est à la fois bien et pas bien. C'est, je pense, un sujet de débat. C'est-à-dire que rapatrier de la production en France, on ne peut pas le faire en ayant le même nombre de salariés. Donc il a fallu qu'on automatise des lignes pour rapatrier de la production, donc pour servir effectivement une stratégie locale, mais avec une automatisation de lignes. Donc je dirais que c'est bien et pas bien, mais en tout cas c'est l'exercice dans lequel on se trouve, parce que qui paye à la fin, en fait c'est à l'industriel de supporter les charges de sa stratégie dans cet exemple-là. Ensuite, on peut aussi se dire que dans l'exercice qu'on a fait, ça nous a ramené aussi de la volumétrie, donc on a absorbé des frais fixes, donc ça a aussi permis dans l'équation financière d'avoir des coûts de production qui diminuaient, puisqu'on remplissait davantage nos usines. Je ne vais pas faire un exercice plus détaillé à ce stade-là, mais je voulais juste poser ce point dans le débat. Rapatrier, oui. Relocaliser, oui. L'impact sur l'investissement, c'est clair. Mais sur l'emploi, on ne retrouve pas l'équation. Et d'ailleurs, je relisais des chiffres cette semaine sur la réindustrialisation, parce qu'on dit qu'on réindustrialise beaucoup en France depuis quelques années. C'est vrai, mais quand on regarde le nombre d'emplois créés par rapport au nombre d'industries et d'entreprises qu'on rapatrie, on voit qu'on est très en dessous de ce qui se passe dans d'autres pays voisins d'Europe, un rapport de 1 à 3, 1 à 4 sur le nombre d'emplois créés. Donc je pense que c'est un sujet aussi, dans le sujet de souveraineté alimentaire qui nous anime. Il y a le sujet de l'emploi. Dans les volailles, Jacques Groison, donc Arteris est un acteur important des volailles labels. Donc on sait aujourd'hui que la souveraineté alimentaire dans les volailles est mise à mal en France depuis longtemps. Ça s'aggrave, ça a été évoqué. Comment ça se passe dans le label, justement le choix du label permet de compenser une partie des surcoûts? Alors juste pour vous donner quelques éléments de référence, un poulet standard, donc qui on va dire la référence de base du marché en France, le coût de production entrée à l'abattoir, c'est à peu près 1,20 € le kilo. Un poulet label, c'est 1,7. Donc il y a quand même une différence notable. Alors c'est quoi? C'est qu'il est élevé plus longtemps, c'est qu'il ne mange pas exactement la même chose, c'est qu'on demande à l'éleveur d'avoir des conditions d'élevage un peu différentes aussi. Donc il y a aussi tout un tas de besoins supplémentaires vis-à-vis de cet élevage. Donc le surcoût est notable. Ce qu'on voit ces derniers mois en particulier avec l'inflation, c'est que voilà, cette catégorie elle souffre un peu. Et là je vous parle que de la France, donc 1,20 € pour un standard, 1,70 € pour un label. Un poulet importé, c'est moins de 1 €. Donc c'est ça aussi le danger, et on voit ça dans ces 5 dernières années, c'est aussi une baisse, une augmentation des importations de poulet, en particulier en Europe. On va dire un des gros producteurs de poulet, c'est l'Ukraine. Bon, il se trouve que ces derniers mois, on a rouvert un peu aussi les frontières pour importer du poulet ukrainien, mais voilà, la référence, elle est là. Donc la concurrence, elle existe vraiment sur le marché. L'enjeu, c'est d'informer le consommateur sur ce qu'il mange. Et est-ce que la stratégie que vous avez sur le label rouge, notamment, ça vous permet justement de garder cette production, de garder des consommateurs qui font ce choix de la qualité malgré le surcoût? Alors oui, mais on voit que c'est mis à mal quand on va dire le portefeuille est un petit peu attaqué par l'inflation. Donc c'est quand même un danger. Le danger principal sur cette industrie du poulet, c'est pas le poulet qu'on achète entier au supermarché ou chez son boucher. C'est principalement l'utilisation de poulet d'import sur les plats cuisinés, puisqu'on n'est pas forcément obligé de dire d'où il vient exactement. Donc, où c'est écrit en petit sur le paquet. Donc le danger, il est là. Donc, origine UE. Exactement. Voilà. Ou hors UE. Voilà, c'est ça. Ouais. Jérémy Stroner chez Yogi. Donc vous faites le choix du sourcing 100% français, si je ne m'abuse. Donc c'est un sourcing plus cher. Comment vous faites justement, vous devez faire des choix également derrière pour compenser ce surcoût? Oui, pour repositionner aussi Yuji, peut-être le local de l'étape, le site de production doit être à une 30aine de mètres d'ici. Chez Yuji, on fait de l'alimentation pour bébés.
qui est on essaie même de révolutionner en fait cette industrie-là, qui est finalement une industrie sur laquelle il y a eu très très peu d'innovation sur les 40 dernières années. Les petits pots qui sont servis aujourd'hui à nos bébés sont très proches des petits pots que j'ai moi-même eu l'occasion de manger dans mon jeune âge. Et c'est vrai qu'avec Yuji, on essaye à la fois de révolutionner le marché et de le faire d'une manière un peu utopique en respectant la planète sur laquelle les bébés vont grandir. Et donc on a fait un choix qui est un choix stratégique assumé de sourcing local. Pas tout à fait 100% parce que malheureusement on n'a pas 100% des filières disponibles en France spécifiques à l'alimentation infantile, qui est plus drastique encore que l'alimentation bio. Vous êtes sur des légumes de saison, donc forcément il y a... Voilà. Exactement. Donc comment est-ce qu'on se sort effectivement en échangeant en préparation, on échangeait sur quelques cas concrets, hein. 1 kilo de petits pois en France, je le paye entre 27 et 30% plus cher qu'un petit pois espagnol. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très difficile à valoriser auprès des distributeurs. Peut-être un sujet aussi sur la souveraineté, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas libre de vendre nos produits auxquels on aimerait les vendre, donc c'est ce qui limite aussi à certains moments. Et puis le deuxième sujet, c'est la capacité aussi du consommateur à accepter ces hausses de prix. Donc en fait, nous, notre axe, c'est l'innovation et la praticité. Et ce qu'on essaye de faire chez Yuji, c'est que en fait, la problématique d'un parent, notre concept, Yuji, c'est un concept qui est bête comme chou, c'est qu'en fait, on copie la cuisine des parents. Donc en fait, on va acheter des légumes bio français, on va les cuire à la vapeur basse température, on en fait des petites purées et on les réduit en petites portions qu'on surgèle. En quoi est-ce que ce process-là est très différent? C'est que tous les petits pots aujourd'hui du marché sont stérilisés. Donc en fait, le goût d'un produit stérilisé, donc cuit à plus de 100 degrés, n'est pas très bon. Donc nous, on apporte un produit qui, en termes de goût, est très très proche de la qualité de fait maison. Sauf qu'en fait, il est facile à préparer, puisqu'en 30 secondes, le parent va pouvoir le préparer. Donc on résout à la fois la problématique mentale, la charge mentale des parents, puisque c'est ça leur sujet, c'est qu'on leur évite 2 heures de préparation culinaire à faire les purées tous les soirs diversifiées pour leur enfant, et en même temps, on leur propose ça en 1 minute. Donc on apporte un vrai service, une vraie innovation qui nous permet de valoriser nos produits. Et donc en fait ce service-là, les parents sont prêts à le payer. Et c'est nous ce qui nous permet de continuer à investir et à défendre des filières françaises, parce qu'on est persuadé que c'est un enjeu majeur pour nous et pour nos bébés. Est-ce que ça vous oblige à rogner sur vos marges, à rogner sur les emballages un petit peu ? Alors, ça oblige à se poser des questions. Je pense que c'est un autre sujet, je l'évoquais, hein, c'est un sujet aussi de la souveraineté, c'est que quand on regarde, alors il y a quelques marchés qui sont préservés, les marchés premium, on parlait du marché de l'amande, il y a d'autres marchés, nous chez la purée de carottes, c'est plus compliqué en fait de valoriser du coup de la purée de carottes objectivement. Et en même temps, si on veut attirer, nous, des investisseurs pour développer notre entreprise, on ne peut pas trop rogner sur nos marges. Donc en fait, on essaie de penser différemment. La solution qu'on a trouvée chez Yuji, elle vient encore une fois de l'innovation. On a pris un parti pris qui est très différent du marché de l'alimentation bébé, qui est sur une équation de 1 repas égale un emballage. À chaque fois que vous prenez un petit pot, il y a un emballage, c'est vraiment du coup... donc c'est une industrie qui est très très consommatrice d'emballage, et nous on a pris un parti pris très différent, qui est de se dire on va faire que des formats de regroupement, donc on achète un paquet de Yuji entre 4 et 12 repas en fonction de l'âge de l'enfant, donc en fait on met un peu moins dans l'emballage, ce qui nous permet de mettre un peu plus dans du sourcing local, et qui en plus par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est peut-être un peu tarte à la crème comme utopie de respecter la planète sur lesquelles les bébés grandiront, on limite les usages de packaging. Voilà. Très bien. Arnaud Montebourg, ça a été un petit peu évoqué, la grande distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est pareil, peut-être une question un peu tarte à la crème, mais est-ce qu'elle freine un petit peu le Made in France, la souveraineté alimentaire? Vous m'aviez parlé des glaces, la mémère. Est-ce que vous avez accompagné? Donc là aussi, c'est un modèle économique différent. C'est compliqué à développer des filières tricolores face au prix toujours plus bas dans la grande distribution? Nous avons... En fait, ce sont des Japonais qui sont venus me voir et qui ont vu la compagnie des amandes, qui ont dit on peut faire la même chose dans le lait. Alors comme j'avais fait le miel, les amandes, on ne pouvait pas refuser le lait, ce sont les 3 ingrédients des 3 religions monothéistes. C'était une manière de réunifier le monde et l'humanité. Moi je dis, si c'est des Japonais, en plus shintoïstes, qui viennent me voir... d'accord, et on a fait le même modèle que la compagnie des amandes dans la crème glacée. Parce que la glace, c'est Unilever, General Mills, Nestlé, c'est Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne, Hollande, Belgique, France. Il y a une usine. Je parle de la glace grande quantité.
c'est Agenda, c'est Arras, le reste, c'est hors de France. Donc c'était une manière de dire, nous allons localiser en France, sur un modèle de partage de la valeur avec les agriculteurs. On valorise le lait, pour ceux qui connaissent les tarifs du prix du lait. En gros, quand le lait est à 30 centimes, vous avez la révolte dans les plaines du Mont-Saint-Michel où on verse le lait des tonnes de lait dans les champs. À 35, on est à peine à l'équilibre. À 39, c'est qui le patron? À 45, c'est Biolay. Le comté, c'est à 69 centimes. Nous, on est à 80 centimes. Voilà. On a dit, on partage la valeur avec l'agriculteur parce que c'est notre raison d'être. Et on a monté ces boîtes. Et comment on vend un peu pour derrière avec ce les prix-là? On partage la valeur. C'est-à-dire qu'on laisse la valeur, on laisse la moitié de la marge dans la famille de l'agriculteur, avec qui on est associé, nous, à 49%, 51%, et le reste, c'est nous. Donc on a, au lieu d'avoir des marges dans la glace, pas du tout. Au lieu d'avoir, ça va répondre à la question du financier. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des marges dans de producteurs industriels de glace à 85%, on accepte des marges de 35%. Et on dit à nos financiers, vous allez un peu moins prendre pour vous et donner un petit peu plus à celui qui produit, c'est-à-dire celui qui fait le lait. Et je vais vous dire, ça marche. En distribution, vous voilà. Ça marche chez le financier. Non. Alors, la grande distribution, pour l'instant, elle dit c'est formidable. Mais les pénalités, les marges machin, les trucs... Alors, évidemment, moi, j'appelle le grand chef. Je leur dis, écoutez... Elle dit, oui, d'accord. Ça, c'est pas normal. Parce que quand on a affaire à l'acheteur, l'affaire est un peu plus désagréable. Donc, je ne peux pas témoigner. On se fait déréférencer régulièrement. Et à chaque fois, je prends mon téléphone, je dis, ça va très mal se passer. Mais... ça marche, ça? Pour l'instant, ça a marché, mais... Si vous voulez mon téléphone... C'est pas normal, vous voyez. C'est là que je suis... Vous voyez, je pense à mes collègues, c'est pas normal. Donc, on a un problème de cartélisation, d'oligopole de l'achat en France, dans tous les secteurs. Donc, le vrai sujet, c'est comment on remorcelle la grande distribution pour en face... qui est un peu plus de concurrence dans l'autre sens. Voilà. Et donc, ça, c'est un sujet politique. Si vous me passez l'expression, c'est plus un sujet d'entrepreneuriat. Tout le monde est seul face à ce système. Et c'est un système qui capte la valeur. Voilà, parce que la vraie marge, elle est en bas, chez le consommateur. Voilà. Et donc ça, tant qu'on aura accepté, on acceptera ça. Il y avait une loi qui fonctionnait, avant toutes les lois qui ont été essayées. Il y a eu la loi LME, il y a eu la loi Galim. La loi Galan, ça marchait encore à peu près. Si on regarde, il faudrait faire une analyse rétrospective de toute cette période, sur les 20 ans qui sont écoulés. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui était équilibré, qu'est-ce qui ne l'était pas. Bon, la loi Egalim a eu des effets, mais beaucoup d'effets pervers pour les industriels qui sont entre les deux, qui sont obligés de donner leur marge. Moi, je veux bien donner ma marge si Super U, Leclerc me donnent les siennes. Alors, on va rigoler. C'est pas acceptable. Vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre structurel qui est maintenu. Donc, de ce point de vue-là, on n'y est toujours pas. Donc, attention à la prochaine loi. Elle arrive. Alors, on le sait, en France, la France est aussi connue pour ses lourdeurs administratives. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord ici. C'est souvent des surtranspositions par rapport au texte européen. Je me tourne vers Nicolas Delus. Donc, chez Nutrition et Santé, je crois que vous avez été confronté récemment donc avec une transformation sur les appellations de substituts à la viande qui est en grand débat en France. Donc ça serait un dispositif franco-français. Comment on fait dans ces cas-là quand on est confronté à ça, sachant que vous pouvez produire en Espagne et importer, voilà, avec des appellations différentes? Tout à fait. Alors, je reviens donc sur le sujet en fait d'une de nos activités qui est ce qu'on appelle le végétal, l'alternative végétale. Donc on fait des steaks de soja depuis une quarantaine d'années, qu'on appelle steak de soja d'ailleurs.
on fait des burgers végétaux, on fait des alternatives végétales, toujours dans cette vision de végétaliser l'alimentation, non pas de remplacer ou de substituer, mais avec cette vision qu'il faut équilibrer, varier. Et donc effectivement, la France a déposé une loi avec un décret d'application. On a fait un recours auprès du Conseil d'État à travers l'association Protéines France, et on a fait un recours aussi en notre nom, puisqu'en fait cette loi, elle dit quoi? Elle dit qu'on n'a pas le droit, si on produit en France, de commercialiser en France des produits qui auraient l'appellation steak, burger et autres. En revanche, si on produit en Tchéquie, comme certains grands concurrents, grands groupes, ou dans d'autres pays, ou même nous-mêmes en Espagne, donc le sujet de relocalisation, si je continue à produire en Espagne, je pourrais bénéficier de cette appellation. Donc évidemment, on a fait un recours sur le fond, et on attend effectivement la décision du Conseil d'État qui motivera ça. Là, ça serait un désavantage pour vous ce différentiel par rapport aux autres pays européens? Est-ce que ça peut vous amener à revoir votre stratégie de production en France ou pas? Ça nous fait toujours réfléchir, parce qu'effectivement, si on reprend le point de départ, si je relocalise, j'ai un handicap sur le coût de production. Si je relocalise, j'ai un deuxième handicap sur la dénomination et l'appellation. Enfin, donc effectivement, c'est sous cet angle-là, on voit bien que les choses ne sont pas faites pour simplifier la relocalisation et la souveraineté, ce qui est une espèce d'injonction un peu paradoxale entre la relance, la transition alimentaire que l'on prône, et que l'on appelle tous aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Mais effectivement, on voit qu'il y a des luttes un peu contradictoires. Donc on se bat, on est là pour ça aussi, donc je ne me plains pas. Mais effectivement, il faut pas lâcher sur ces sujets-là, parce que si on n'est pas compétitif sur les prix, qu'on n'est pas compétitif sur la dénomination, qu'est-ce qui nous reste? Oui, on a certes des très bons produits, mais voilà. Donc il faut aussi qu'on simplifie tout ça. Jacques Roison, dans l'agriculture, chez Artiris, je crois que vous êtes aussi confronté à ce genre de problématiques de réglementation, d'interdiction de produits phytosanitaires qui ne concernent que certaines productions en France. Comment on fait dans ces cas-là? C'est compliqué. Il y a le cas du maïs notamment. Oui, il y a un herbicide de maïs voilà. qui a été interdit en France là, récemment pour les prochaines campagnes. C'est de la transposition avancée, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord au niveau européen qu'il faut trouver des solutions alternatives à la chimie. On est tous d'accord là-dessus. Il faut le temps de trouver les solutions alternatives, donc il faut aussi avoir le temps d'investir, de rechercher ces solutions alternatives. Et en France, on se tire des balles dans le pied, donc on s'interdit la molécule dès maintenant, alors que nos voisins européens ont encore l'opportunité de l'utiliser, ce qui veut dire qu'un maïsiculteur français sur la prochaine saison part déjà en retard vis-à-vis de ses collègues. Donc on est tous d'accord sur le long terme et sur l'objectif de dire on doit trouver des modes de production agricole qui soient plus durables, mais il faut se coordonner au niveau européen. On n'a pas de raison, en plus, entre pays européens, d'être en compétition les uns avec les autres. Donc ça, c'est un exemple. On a d'autres exemples sur la PAC. Je vais donner l'exemple du riz. Donc, on ne produit pas beaucoup de riz en France, mais on a une zone qui est la zone Camargue, où on produit 12 000 hectares de riz. On importe une grosse partie du riz d'Asie. On a 2 pays producteurs principaux en Europe, c'est l'Italie et la France. Un agriculteur italien, cette année, il a droit à 350 € l'hectare d'aide directe sur la PAC, et un agriculteur français 150. Voilà. Ça aussi, c'est anciens qui ont été faits. Ça aussi, ça crée de la concurrence, de la distorsion entre États, alors que l'enjeu, il n'est pas de créer de la distorsion entre l'Italie et la France. L'enjeu, il est de produire plus de riz en Europe pour éviter d'avoir à importer autant d'Asie. Voilà. L'harmonisation au niveau européen, ça met du temps quand même, Arnaud Montebourg, à venir sur ces règles agricoles, et la nouvelle PAC n'aide pas forcément là-dedans. Moi, avant d'incriminer l'Europe, qui a beaucoup de responsabilités, ça c'est certain, l'affaire de l'énergie est en train de couper beaucoup d'entreprises de l'intérêt européen. Je voudrais quand même qu'on regarde chez nous ce qui se passe, parce qu'on est confronté dans tous les secteurs de l'activité économique et même humaine à cette espèce d'atmosphère qui relève à la fois d'un mélange entre Kafka et Sacha Guitry. C'est-à-dire Kafka, c'est obscur, nous sommes condamnés avant d'agir, et Sacha Guitry, c'est le vaudeville. Nous construisons avec la compagnie des Amandes une usine, une casserie, dans le Var, entre Toulon et Marseille. Qui doit ouvrir ? Il faut qu'on termine. Bien, c'est ça. Oui, c'est le permis de construire est en route. Voilà,
C'est en route. Ça a été long à obtenir le permis de construire? Ah oui. Oui. Ah bah, oui. Ben non, parce que on est quand même d'une zone industrielle créée par la Chambre de commerce et d'industrie du Var en 1986. Toutes les enquêtes étaient faites, le terrain était viable, donc on se porte là acquéreur, et on nous dit « Ah, il faut faire une étude d'impact, l'écrevisse albinos, le triton à queue noire, la couleuvre dorée, et il faut mettre 4 écologues pour les 4 saisons à 4 pattes pour écouter si tous ces animaux sont encore vivants. » Alors qu'on construit 7000 m² dans une zone industrielle. Donc je suis allé me pendre au luxe du préfet de région, lui disant « Excusez-moi, soit vous retirez cette décision de la DREAL, qui est délirante. Voilà, je ne suis pas allé me mettre dans le massif de la Sainte-Victoire. Je suis dans une zone industrielle qui a été créée il y a 30 ans et qui appartient à la Chambre de commerce. Vous me dites, ils n'ont pas fait les études. Mais on n'a jamais assez des études. On pourrait même faire que des études. On pourrait même... Le monde a besoin d'études permanentes. On pourrait faire que ça et payer les entreprises, faire payer les entreprises toutes ces études. Mais on a des contraintes. Donc soit vous me retirez ce truc-là, soit le projet s'arrête. C'est un projet de relocalisation. Bon, c'est 30 emplois, c'est modeste, mais c'est un projet de relocalisation d'Espagne vers la France. Et on est au prix espagnol. On a construit un processus productif, peut-être moins dense en emploi, mais très mécanisé, enfin, très robotisé, qui nous permet de casser pour toute la filière, pas seulement pour la compagnie d'amande, mais tous les arboriculteurs qui ont de l'amande à casser, ils pourront le faire à Signes dans le Var. Donc c'est un projet de filière. Donc j'ai dit, soit vous retirez ça, soit nous on perd les subventions. Et vous avez obtenu gain de cause ou pas? Du coup, là c'est en cours? On a obtenu gain de cause. D'accord. Mais enfin, vous voyez ce qu'il faut faire. Donc la vie de l'entrepreneur, c'est ça. Alors, je ne vous parle pas de l'affaire des pompiers. Les pompiers construisent la norme de la sécurité sur mesure en fonction... Parce qu'ils ont toujours raison. Bon, très bien. Donc les pompiers, ils font la note de la porte ignifuge, du machin de sortie de secours 1, 2, 3, 4. Donc finalement, les garde-corps, les ceci, les cela. Bon, tout ça, on sait très bien que tout peut prendre feu, mais on ne peut pas non plus laisser finalement le pouvoir et l'insécurité qui en sort, juridique, à des administrations qui décident de ce que doit être l'équation économique d'un projet. On doit avoir une sécurité. Par ailleurs, pour moi, aujourd'hui, on est dans un pays normalement de liberté. C'est même dans la Constitution, c'est même les fondamentaux de notre pays, c'est notre histoire, c'est une conquête dans laquelle tout ce qui n'est pas interdit doit être librement autorisé. Mais maintenant, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé justifie qu'on aille demander l'autorisation. Parce qu'on a peur. C'est-à-dire qu'on a inversé l'ordre des choses. Donc maintenant, plus personne ne fait rien. Et tout le monde a peur. Faut que j'aille demander l'autorisation. L'autorisation, c'est pas interdit, donc on peut le faire. Et maintenant, vous voyez que, excusez-moi, mais ça c'est culturel maintenant. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un pays surréglementé où tout doit être codifié. Et on ne fait jamais confiance aux professeurs dans l'éducation nationale. Il y a des montagnes de directives. À l'infirmière dans les hôpitaux, il y a des cadres pour les surveiller, pour savoir si ils ne dépensent pas une aiguille de trop ou un pansement de trop, etc. Et ben, dans l'activité économique, l'agriculture, mais comment voulez-vous des agriculteurs qui n'ont pas le droit de cultiver des OGM, voient des importations d'OGM arriver en masse? Comment voulez-vous qu'ils comprennent le monde dans lequel on est? Soit on interdit les OGM et on interdit l'importation, soit on libère la possibilité de produire des OGM sur le territoire. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Même chose sur les derniers pesticides utilisés sur la pomme. Bah, les arboriculteurs, déjà, ils ne trouvent pas de la main-d'œuvre pour récolter le jour de la récolte. Et en plus, ils n'ont pas le droit d'utiliser un pesticide dont j'ai oublié le nom, qui est assez chimiquement précis et embêtant. Mais les pommes polonaises, elles arrivent en masse avec ce pesticide. Donc, écoutez, c'est délirant. Mais ça, c'est une position, si c'est si dangereux, ben prenons des mesures sanitaires. J'ai demandé la même chose dans le miel. Je suis même allé voir un ministre. Alors ça, j'ai moins de succès avec les ministres qu'avec Leclerc. Mais je suis allé voir un ministre, j'ai dit, écoutez, les miels sont tous frelatés à 40% dans la grande distribution.
vous ne faites rien, c'est des décisions sanitaires. Là-dedans, les Chinois nous imposent le contrôle, la loc américaine, la loc européenne, les nosémos. Les nosémos, c'est des petites c'est un peu la diarrhée de l'abeille, mais on a tous des nosémos dans nos miels, hein, en France, dans le monde entier. Mais les Chinois, ils en ont fait du protectionnisme sanitaire. J'ai dit, je veux la réciproque. Je suis allé voir le ministre des Affaires extérieures, du Commerce. Voilà, il m'a dit, ah bon, c'est quoi, bon, bah, je vais regarder. Bah, il a tellement regardé qu'il a été débarqué. Le suivant est arrivé, il lui dit, ah bon, c'est quoi. Voilà, donc il n'y a pas de décision. Si c'est sanitaire pour les Chinois, bah, bloquons le miel chinois qui est bourré de nosémose, de loc américaine, de loc européenne, et commençons à construire une stratégie de protection de nos intérêts et de cohérence. Votre exemple est tout à fait éloquent, ce que dit Jacques également. Maintenant ça suffit. Donc nous ne sommes pas dirigés au sens politique du terme, dans le sens où nous devons aligner nos intérêts, mobiliser la société autour de l'acte productif pour reconstruire notre appareil productif agricole industriel. Voilà. Donc nous sommes la passoire, j'allais dire la passoire qui est devenue l'Europe, hein, la passoire dans la mondialisation. Voilà. Et donc comme nous sommes des bons élèves de la classe européenne, nous imitons cette erreur. Voilà. Nous imitons cette erreur. Et c'est une erreur pour nous, parce que nous sommes les plus mal placés dans la zone euro. Aujourd'hui, nous avons 156 milliards de déficit commercial. Je vous rappelle que les Allemands sont en excédent de 223 milliards. Les Italiens, 65 milliards d'excédent. Nous, on est à 156, et si on met les coûts de transport, on est à 200 milliards. Bah, là, on peut commencer à avoir des cheveux blancs, les amis. Hein. Parce que ça veut dire qu'on est en situation d'être... et je vais vous expliquer un dernier mot, pardon, je vois que je vous impatientais, je monopolise le micro, mais un dernier mot. Quand on a 150 milliards de déficit, c'est la balance des paiements qui équilibre par rapport à nous. Donc ça veut dire que nous sommes un pays détenu. Nous sommes contrôlés par nos créanciers. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire des investissements étrangers en France ? Nous, on fait des chèques à l'étranger, donc c'est les étrangers qui font leur shopping chez nous. Et ils achètent des boîtes. Regardez, même le décret que j'avais inspiré, qui sert à contrôler les investissements étrangers, il y a tellement de demandes qu'on ne sait plus. Le gouvernement de Bercy, ils ont donné les chiffres. Ils créent de l'emploi aussi, non, ces gens qui investissent chez nous. Bah, ou ils en détruisent. Vous croyez que General Electric, quand ils ont pris Alstom, ils ont créé des emplois? Ils en ont détruit énormément. Et Technip, ils ont détruit 70 000 emplois. Et Lafarge, combien on va en perdre? Et Alcatel, ils ont fermé. Oui, et Arcelor, ils ont fermé combien d'entreprises en Italie. Mais c'est très bien. Et alors? Oui, on fait mais moi, j'achète, je ne suis pas à vendre. Si je suis une puissance, vous croyez que je vais me laisser acheter? Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais heureusement qu'on achète. Mais là, on se fait acheter en ce moment. Et découper en rondelles. Avertissement pour... Excusez-moi, j'étais trop long. La France a ses problèmes réglementaires, ses problèmes administratifs, on l'a évoqué, mais on a aussi des atouts quand même, et je pense qu'il faut le rappeler. On a des atouts pour financer, il y a quand même des moyens. On innove beaucoup aussi. Et puis il y a l'agropole, donc qui aide beaucoup les entreprises à se développer. Donc un exemple intéressant, Yoji, vous avez été accompagné depuis tout bébé, depuis start-up à aujourd'hui PME. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, et puis quelle vision vous avez justement sur l'accompagnement des entreprises, des start-up en France dans l'agroalimentaire? En fait, il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on sent, et je le sens avec l'exemple de Yuji, une volonté d'un accompagnement, il y a des subventions publiques assez importantes, mais on revient du coup sur la problématique réglementaire administrative, c'est qu'en fait ces aides, elles sont très compliquées à aller chercher. Et c'est vrai que moi, ce que j'apprécie particulièrement avec l'agropole, et je ne suis pas de la flagornerie parce que j'ai la chance d'avoir implanté mon usine, mais c'est que c'est simple. Voilà, on a un projet industriel, on nous met à disposition des éléments techniques pour faire nos premiers pilotes, un site pour installer notre usine, et donc en fait l'aide, elle est simple, elle est facile, elle est accessible. Aujourd'hui, quand je vais solliciter des aides sur des projets d'innovation qu'on peut avoir, c'est tellement complexe de savoir quelles aides, comment remplir,
qu'on passe par des cabinets spécialistes qui nous aident à compléter ces aides-là. Il faut payer aussi. Et qui prennent entre 30 et 40% de l'aide. Donc en fait, on a entre 30 et 40% de l'aide qui devrait arriver à l'entreprise. On en reverse 40% aux personnes qui nous aident à comprendre comment remplir un fichier d'aide. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis intelligent, mais c'est impossible, sauf à être une... Je ne sais même pas si c'est possible dans les ETI. En tout cas, dans les multinationales, oui, ils ont des personnes dédiées pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, nous, quand on est 60 collaborateurs, je ne vais pas passer 3 semaines à remplir du coup un fichier que je ne comprends d'ailleurs pas. Donc, en fait, on est obligé d'externaliser ça. Et en fait, on a une aide publique dont on sent, encore une fois, on sent, on a eu la visite, le plan France Relance sur l'alimentation, on sent qu'il y a une volonté de faire bouger les choses et de nous aider à investir. Mais c'est encore beaucoup, beaucoup trop compliqué. Et en parallèle, effectivement, des initiatives comme l'Agropole, très simples, très concrètes. Et en fait, c'est finalement, je pense que le tissu, en tout cas des PME agroalimentaires, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de choses simples, concrètes, qu'on puisse actionner facilement. Cher Thérisse, Jacques Roison, vous avez justement choisi de dédier une personne pour aller chercher des subventions sur les différents plans en cours. Hein. Oui, alors parce que c'est pareil, donc on essaie d'aller chercher toutes les opportunités, des plans de relance, des crédits d'impôt recherche et tout ce genre de choses. Donc effectivement, moi j'ai une personne qui ne fait que ça. C'est-à-dire son travail, c'est d'aller chercher les options d'aide de l'État pour investir, que ce soit au national, au régional, au département. Et on va dire qu'aller chercher les aides, c'est la partie la plus simple, mais de remplir les fichiers et les dossiers de demande, c'est vraiment la partie compliquée. Donc son boulot, il est plutôt administratif à faire ça. Et je ne suis pas en capacité de le faire sur tout. Donc j'ai quand même aussi besoin d'avoir des appuis externes de sociétés qui sont spécialisées pour m'aider à remplir ces formulaires. Donc voilà, ça fait partie du dilemme en France. Et le crédit impôt recherche, est-ce que du coup vous l'utilisez? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Alors oui, le crédit impôt recherche, c'est quoi? Le principe, c'est que l'entreprise crée de la valeur ajoutée, et plutôt que de payer son impôt sur la société, elle utilise une partie de cet argent pour investir dans l'innovation. Donc le principe, c'est 30% de l'investissement peut être déduit de l'impôt sur la société. Donc effectivement, c'est un système qui aide à l'innovation, et ça nous permet, tout groupe confondu, mais moi comme structure coopérative par exemple, de relancer des programmes de sélection sur le haricot, sur le pois chiche, et je ne pourrais pas forcément me le permettre de le faire tout seul. Et ces aides de l'État, elles me permettent d'investir sur des programmes de recherche qui me permettront demain d'avoir des variétés bien adaptées à mon terroir et d'être en capacité de reproduire du haricot pour faire le cassoulet, par exemple. Donc il y a des aides et en fait il faut les trouver, aller les chercher. Nicolas Deluche, c'est Nutrition et Santé. Vous avez carrément créé une cellule innovation donc pour vous ouvrir, aller chercher des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors juste pour revenir sur le sujet précédent, les subventions, j'ai le même problème que Yuji, par exemple. Donc on est une grosse ETI, mais c'est le même sujet et on n'a pas dédié une personne pour le faire. Donc on le fait avec des cabinets externes, c'est très très difficile. Et le plus dur, je dirais, c'est de flécher et d'être guidé sur la bonne thématique, le bon sujet. Et on a essuyé pas mal d'échecs, de revers, alors que les dossiers étaient solides, qu'on était accompagnés. Et vous avez été mal conseillé peut-être alors. Il faut se remettre en cause, tout à fait. Non, il y a un sujet que je voulais juste illustrer, c'est qu'on peut être accompagné sur de la recherche et du développement. En revanche, on le voit comme on est une société qui est détenue par une maison mère qui a des capitaux étrangers. Quand il s'agit de subventionner, là pour le coup, l'aide à l'emploi, nos dossiers sont systématiquement rejetés. Donc il y a quand même un sujet là aussi sur la souveraineté, c'est-à-dire qu'on a beau être une ETI française avec des emplois qu'on crée en France, les aides sur la création d'emplois sont rejetées, en tout cas les demandes qu'on a faites jusqu'à présent sont rejetées. Alors que sur l'innovation, on peut avoir des fonds. Pour revenir sur votre question, le pôle innovation, oui, on a décidé, en fait, on veut être un champion de la nutrition en France et en Europe. Et pour cela, en fait, on a créé une équipe qui, du coup, se dédie à l'innovation de rupture. On parlait tout à l'heure de rentrer sur des marchés plus premium, plus valorisés. Donc, on essaie de définir ce que sera la nutrition en 2030, 2035, et c'est-à-dire voilà, comment on va créer des modèles d'innovation. Et pour cela, on a une équipe de scientifiques et nutritionnistes, parce que l'innovation, ça passe aussi par la science et la nutrition. C'est des nouvelles compétences qu'on est allé chercher, parce qu'on les avait pas en interne, donc on n'est pas dans cette équipe-là, et on les a associés avec des compétences sur de l'innovation d'ingrédients,
de l'innovation de technologie. Et en fait, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est une équipe qui a 1 an, c'est de trouver des partenaires dans les écosystèmes locaux. C'est pour ça aussi que notre territoire d'Occitanie, il est important. Il est très plein de vitalité, mais il faut qu'on le connaisse mieux, qu'ils nous connaissent aussi. Parce qu'en fait, on pense qu'effectivement, avec notre écosystème local, territorial, on va pouvoir penser les ingrédients de demain, les filières de demain. Voilà, qu'est-ce qui va pousser? Moi, aujourd'hui, j'ai du soja qui pousse à 2 km de mon atelier de production. Dans 5 ans, l'impact du changement climatique, c'est quoi? Donc ça, c'est une des questions sur lesquelles on travaille. Et puis, au-delà de l'impact du changement climatique, c'est si on veut s'alimenter de façon plus variée, plus végétale, il faut pouvoir avoir une diversité aussi d'ingrédients. Donc les ingrédients pépites de demain, ils se pensent aujourd'hui. Et puis, le réchauffement fait qu'on va devoir changer nos productions. Donc cette équipe-là, elle est censée travailler sur ces futures plateformes d'innovation. Et évidemment, on y met une couche de marketing, parce qu'à la fin, il faut savoir valoriser aussi l'expérience pour le consommateur, et une dose très forte aussi de digital. Pourquoi? Parce que, évidemment, aujourd'hui, beaucoup de choses partent de la data, de la connaissance du consommateur. Et donc, il faut pouvoir penser des modèles dans lesquels on travaillera toujours avec la grande distribution, mais pas que. On travaillera aussi sur de la vente en direct aux consommateurs. Et on a commencé sur certaines lignes de produits à compléter. C'est nouveau, ça? Vous ne le faisiez pas avant? Ça fait 2-3 ans qu'on s'engage sur ce chemin, parce qu'effectivement, une des limites aussi à l'innovation... C'est plus rémunérateur pour vous? Alors, c'est un investissement, donc aujourd'hui, mais c'est un investissement qui sera rémunérateur sur le long terme, parce qu'il faut créer ces plateformes, il faut investir, mais on est aussi, d'une certaine façon, mais c'est vertueux, on est contraint à trouver des nouveaux débouchés là où sont nos consommateurs, ce que la technologie nous permet, et là où aussi on a des limites de croissance et des limites à l'innovation, parce que innover aujourd'hui, c'est prendre quand même un très gros risque. 8 produits sur 10 dans les 2 ans sont arrêtés, donc bravo encore à Yuji qui fait une performance remarquable, mais la plupart des produits sont arrêtés au bout de 2 ans. Donc c'est un investissement pour l'entreprise, et on laisse peu de temps paradoxalement à l'innovation à s'installer. Donc on fait souvent de la pseudo-innovation. Pour faire d'innovation de rupture, il faut, en tout cas on le croit, qu'on aille chercher des nouvelles plateformes et toucher les consommateurs en direct. Donc peut-être à petite échelle dans un premier temps. Et donc ça, dans des entreprises comme les nôtres, qui ont déjà une certaine taille, ça force à gérer l'actuel, le temps court, et à penser le temps long. Le temps actuel qui est vraiment avec la distribution, nos partenaires, et qu'ils resteront, mais le temps futur aussi, où on trouvera des débouchés qui créeront de la valeur en touchant le consommateur en direct, à plus petite échelle, mais qui seront complémentaires et très vertueux, on le croit. Arnaud Montebourg, donc je crois que vous avez carrément décidé de créer un fonds justement d'accompagnement pour les entreprises, un fonds dédié à l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? C'est tout nouveau ça. En fait, on a décidé de faire un fonds souverain privé pour l'industrie et l'agriculture. Parce que ça n'existe pas. Une des problématiques de financement, les financements publics sont là pour accompagner les startups, mais moins après, hein, c'est ça? Un peu moins. Oui, l'amorçage, les collectivités locales font beaucoup, vous en êtes un témoin. L'État est présent avec la BPI sur tout l'amorçage, c'est très positif. Puis il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les premiers chiffres d'affaires, et encore, on passe, et quand en fait une entreprise a dérisqué sa technologie et veut créer son usine, là il n'y a personne. Il y a France Relance, mais France Relance, c'est 1 euro de public, donc il faut des euros privés. Et là, il n'y en a pas. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent, j'ai obtenu 5 millions, 8 millions, mais je n'ai pas la contrepartie privée. Donc nous avons décidé avec Pierre-Édouard Stérin, qui a fait fortune dans la Smartbox et la fourchette, qui a décidé de mettre son argent dans l'industrie française. Donc nous nous sommes rencontrés par hasard et nous avons décidé de faire ce fonds souverain privé pour l'industrie de l'agriculture, c'est-à-dire de répondre à la problématique de la souveraineté, c'est-à-dire remonter des boîtes sur les besoins fondamentaux du pays. Donc s'alimenter, se soigner, se produire les outils nécessaires, se transporter. Et nous levons 500 millions d'euros. Donc ça c'est en cours. Oui, alors le fonds de M. Stérin a déjà mis 150 millions. La BPI nous a annoncé qu'il serait présent à hauteur de... Donc ils sont là quand même alors.
Bien sûr. Voilà. Non, mais attendez, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est Ouais, pas il bien. faut dire aussi. On n'est pas systématique. On essaie d'être utile et constructif. Donc la BPI est présente, nous a annoncé qu'elle serait présente. Il y a un certain nombre de grandes fortunes françaises qui ont décidé de venir. Donc nous allons lever ce fonds. Je pense qu'on pourra clôturer ce fonds là dans pas longtemps. Et c'est quoi? Avant le 14 juillet, je pense. Ah oui. Et on a déjà commencé à instruire des dossiers. Donc, s'il y a des projets, alors le principe est simple. Hein. Les projets qui ont dérisqué leur technologie et qui cherchent à se développer et construire des unités de production, c'est pas forcément des start-up. Ça peut être des entreprises qui ont elles-mêmes dans leur carton un projet d'extension, un nouveau projet. Elles ont obtenu, elles sont même pas obligées d'être adoubées par France Relance. C'est pas grave. France Relance n'a pas la science infuse, même si il y a eu des instructions qui ont eu lieu et qui sont fort utiles. Mais nous-mêmes, France Relance nous demande est-ce que vous avez des projets sur lesquels il serait utile. J'ai vu d'ailleurs c'est rattaché au Premier ministre, donc j'ai vu M. Bonnet, le patron de il gère quand même 50 milliards, il y a 3 milliards dans l'agroalimentaire. À chaque fois qu'il me voit, il me dit Arnaud, t'as pas des projets, il n'y en a pas assez par rapport à ce qu'on voudrait investir. C'est surtout un secteur où il n'y a pas assez de capitaux privés. Donc on a décidé d'investir dans ce secteur pour recréer des usines dans toute la France. Voilà. Donc là, à partir de quand Là, on a commencé à instruire des D'accord. dossiers. On a un D'accord. dossier dans le Vaucluse qui est extraordinaire dans le sucre, et beaucoup. Donc l'agroalimentaire. Et d'ailleurs, je vous remercie de votre invitation parce que ça me donne l'occasion de dire ici, dans un endroit très important, hein, Agropole, c'est le Sophia Antipolis de l'agroalimentaire. C'est important. Vous avez des réussites. D'ailleurs, il y a beaucoup de départements qui rêveraient d'avoir Agropole. Hein, je vous le dis, Madame la Présidente et l'ensemble des créateurs de ce lieu. Cette dynamique collective. Donc s'il y a des projets, y compris dans des entreprises qui veulent se développer et qui n'ont pas les moyens parce qu'elles n'ont pas le cash pour investir, surtout avec les factures d'électricité qui explosent, l'inflation, la non-répercussion des charges sur les prix, tout ça a déstabilisé quand même pas mal de boîtes. Donc c'est le moment d'investir. Voilà. Il a un nom, ce fonds? Fonds souverain privé pour l'industrie et l'agriculture. Très bien. Merci, je vois que le temps tourne, alors nous allons accueillir nos deux grands témoins. Je vais accueillir Arnaud Pichard, donc président de l'association Retour de l'industrie en France, le RIF. Bon, je pense qu'on peut rester assis parce qu'après il y aura des questions. Donc si vous voulez prendre place au pupitre. Vous pouvez vous mettre au pupitre là, voilà. Merci. Donc on vous écoute pour nous donner votre regard sur la réindustrialisation, la souveraineté alimentaire française. Oui, merci beaucoup pour ces belles présentations. J'ai pris quelques notes et donc j'ai quelques points qui me sont venus à l'esprit. Je vais y arriver, je suis un tout petit peu malade, tout va très bien. La première réflexion qui m'est venue, c'est il y a eu beaucoup de discussions ce soir sur le prix de l'alimentation. Et je voudrais quand même remettre au centre du débat le fait qu'en 1960, la part du panier moyen des Français sur l'alimentation, c'était 30%. Aujourd'hui, c'est 17% en incluant le tabac et on connaît le prix du paquet. Donc je veux quand même revenir sur cette donnée parce qu'on est toujours sur une guerre, il faut diminuer les prix, attention aux prix, etc. etc. Alors, qu'y a-t-il de plus vital que de manger ? Donc je pense qu'il faudrait quand même remettre au centre du débat cette donnée. Premier point. Deuxième point, j'ai entendu parler aussi de l'automatisation et des problèmes sur l'emploi en France, avec le retour, l'arrivée en venant d'Espagne de certaines capacités de production. Alors, l'automatisation, c'est un petit peu mon domaine. Je n'ai aucun état d'âme quand j'entends des gens dire « Écoutez, on n'a pas pu... Mais c'est pas conservé. On n'avait pas ces emplois en France. Donc il vaut mieux avoir un peu d'automatisation et des emplois en France et des capacités de production que rien. Donc n'hésitez pas, faites-le. Troisième chose, c'est, on en a parlé, c'est la résilience sur l'agroalimentaire, cette capacité, cette notion de souveraineté sur l'agroalimentaire.
Mais bien sûr qu'il faut avoir ce pilier extrêmement important sur l'agroalimentaire et avoir nos capacités de production en France. C'est évident. Imaginez ce qui se passerait dans un monde où, j'en sais rien, il y aurait des guerres. Et on nous dirait, bah non, on vous livre plus telle ou telle chose. Non, c'est absolument primordial. La quatrième chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est capable de véritablement avoir ces capacités de production, ces capacités de... Mais tout simplement parce que, je peux vous dire, j'ai travaillé dans une boîte japonaise pendant un peu moins de 10 ans. Les Japonais, ils ne se prennent pas la tête sur est-ce qu'il y a des lois qui font des protections, qui obligent à acheter une part. Non. Ils se réunissent entre eux une fois par an, entre patrons des grandes entreprises, et comme il y a un maillage capitalistique de toutes ces entreprises, ils ont un intérêt extrêmement fort à acheter japonais, au-delà du patriotisme. Ils ont des intérêts financiers à acheter entre eux. Moi, je recommande quand même qu'il y ait peut-être ce sentiment patriotique, mais aussi qu'on ait des intérêts à s'acheter entre nous. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on achète français, on fait diminuer normalement le chômage, et donc on peut attendre en vague numéro 2, vous l'avez tous compris, que quand même il y a certaines taxes, impôts, etc., qui soient diminuées parce qu'on aura moins besoin d'aide là-dessus. Et je pense quand même que, à titre personnel, c'est quand même mieux de travailler que d'être en situation de chômage. Je continue. L'association que je préside, qui s'appelle Le Retour de l'Industrie en France, ça a été précisé, propose un indicateur sur 5 niveaux. C'est-à-dire, le niveau 0, il n'y a rien qui est fabriqué, qui est produit en France. Il n'y a pas les brevets, il n'y a pas la R&D, etc. Et nous, ce que nous proposons, c'est que sur tous les produits qui sont achetés, qui sont proposés dans le commerce, il y ait cet indicateur pour que les Français, en conséquence, sachent de manière libre ce qu'ils sont en train d'acheter. Je n'ai pas dit qu'ils trouveraient toujours un niveau 4, c'est-à-dire le meilleur niveau. Il y a des réalités. Parfois, il y a des choses qui n'existent pas. Mais simplement, ça permet quand même de se dire, tiens, dis donc, est-ce qu'à 5 centimes, est-ce qu'à 1 euro près, je ne ferais pas bien de passer du niveau 2 au niveau 3 ? Tout simplement. Et puis, je voudrais terminer par une note quand même très importante. C'est que je crois pouvoir dire, surtout ici, que la France est championne du monde, toute catégorie poids lourd, sur l'agroalimentaire. Enfin, je veux dire, s'il y a un domaine sur lequel on est quand même à l'aise au niveau mondial, c'est celui-là. Regardez la qualité de notre alimentation, regardez la qualité de ce que l'on propose en termes de recettes, qui est reconnu. Je crois qu'il y a un président qui l'a fait rentrer au patrimoine mondial de l'humanité. À un moment donné, nous n'avons qu'une seule chose à faire là-dessus, c'est de construire et de faire les choses pour que ça arrive. On est les meilleurs du monde. Merci à vous. Merci Arnaud Pichard. Nous allons maintenant accueillir Peyo Etchelekou de Maison Agour, dirigeant de Maison Agour. Oui, on va lui donner un micro, effectivement, c'est mieux. Merci beaucoup. Donc, vous allez nous livrer votre concept de la souveraineté alimentaire. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Très rapide présentation de la maison, parce que j'aime pas le mot groupe. Et puis, chez les Basques, le concept d'éché de maison est essentiel. Entreprise familiale qui a été créée, c'est une vieille start-up qui a 43 ans, fondée par mon père, au départ autour de l'activité fromagère, transformation du lait de brebis essentiellement, mais également un peu de vache et puis un peu plus tard un peu de lait de chèvre du territoire. Entrepreneur audacieux, mon père. Pour faire du fromage, il faut du lait. Pour faire du lait, il faut traire les brebis et les vaches. Donc, il vendait des machines à traire et tankallées. Pour installer une machine à traire ou un tankallé, il faut devenir constructeur. Il devient charpentier métallique. Donc, on est aussi dans l'industrie de la métallurgie, pour illustrer, parce que finalement, ça rejoint, au-delà de l'agroalimentaire, le débat de ce soir. Et puis, il y a quelques années de cela, nous avons décidé, pour faire face aussi aux difficultés de dépendance trop forte à l'égard de trop petit nombre de clients, la grande distribution en particulier, d'aller nous diversifier sur d'autres familles de produits agroalimentaires du territoire. Et donc on est devenu charcutier avec le jambon de Bayonne qui est le produit emblématique du territoire, mais pas que celui-là.
et également pâtissiers, biscuitiers, glaciers. Et là, pour le coup, de l'autre côté des Pyrénées, pour nous c'est le même pays, au Pays Basque Sud, près de Saint-Sébastien. Et voilà, un petit groupe aujourd'hui de 240 salariés qui fait vivre également quasiment 200 familles d'éleveurs, brebis, vaches et chèvres. Alors, le concept de souveraineté, c'est vrai qu'on l'a beaucoup parlé au niveau national, hexagonal. Nous, on l'appréhende aussi beaucoup de façon plus territoriale, parce que dans un territoire comme le Pays Basque, les liens historiques d'un point de vue agricole et agroalimentaire existent depuis des millénaires. On a toujours acheté ou échangé de la paille, des foins, de l'herbe, des animaux avec... moi je suis un bas navarrais, avec les navarrais de Haute-Navarre ou de Navarre du Sud. Et donc nous avons toujours essayé de concentrer aussi nos collectes, et c'était aussi une façon de gagner en compétitivité, nos collectes de lait, sur les 7 territoires historiques du Pays Basque par exemple. Le fait de développer ces synergies-là aussi avec 2 États et parfois 2 régions, notamment la région autonome basque, qui est une des plus grandes autonomies du Pays Basque, nous ont permis de jouer, jouer le terme n'est peut-être pas le plus adéquat, mais en tout cas de pouvoir tirer profit de différences de réglementation. On en parlait de ces absurdités-là. Bon, on a la chance d'être transfrontalier. Il y a un maire d'un village d'une petite commune, Sarre, juste à la frontière, il disait on a une frontière, on l'exploite, mais c'est vrai qu'on a été, par ces diversifications et par ces rachats d'entreprises, été amené à jouer sur ces différences de réglementation et de proximité, notamment avec les pouvoirs locaux. Et là aussi, il y a certainement des réflexions à mener. Je salue, M. Montebourg, votre parcours d'être passé du monde politique au monde de l'entreprise, et je pense que tout le monde devrait le faire. Je m'initie depuis 2-3 ans au sein de la communauté d'Aglo Pays Basque au monde politique, et je vois bien le choc des cultures auquel on peut être confronté, et je pense que là aussi il y a matière à réflexion. Voilà, et puis dernier élément que je voulais vous dire, une entreprise agroalimentaire comme la nôtre ne peut pas envisager sa survie à moyen long terme si elle n'innove pas, si elle ne réfléchit pas au modèle de relation avec ses agriculteurs avec en plus la couche du défi écologique. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, quelques jours, c'est encore tout frais, la peinture, ça sent encore la peinture, on a décidé de créer en notre sein, à notre petit niveau de grosses PME, un incubateur qui vise à accueillir des entreprises innovantes, des entreprises qui réfléchissent sur l'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et puis plus globalement des défis écologiques. Et c'est pour ça qu'on a noué aussi un partenariat stratégique avec l'Agropole. J'ai dit qu'on était transfrontalier. On a les mêmes niveaux d'ouverture avec des centres de recherche des technopoles du Pays Basque Sud, comme Asti ou Neiker, qui sont des belles entités. 400 chercheurs de côté sur l'agroalimentaire, 380 sur la partie agricole. C'est un peu l'INRA du gouvernement basque. Et on va aussi, dans ce territoire du sud-ouest de la France et du nord de la péninsule ibérique, essayer de contribuer à créer un écosystème plus irrigué des 2 côtés de la Bidassoa, pour pouvoir préparer notre avenir. Merci beaucoup. Merci Peyo. Alors on va prendre un temps d'échange avec la salle. Alors est-ce que vous avez des réactions, des questions à poser à nos invités? N'hésitez pas. On va faire circuler un micro. Ben voilà, parfait. Isabelle, merci. Si vous n'avez pas de questions, moi je vais en poser d'autres. Donc voilà. Merci. Isabelle, oui, il y a Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, vous m'entendez? Oui, Gary Geoffroy, je suis dans l'enseignement et la formation. Voilà, bon, moi aussi j'ai rapidement pris les notes. Il paraît que c'est la première question la plus dure, donc je me lance. Hein, voilà. Si je fais une synthèse, j'ai l'impression que finalement dans tous vos échanges, vous mettez en évidence finalement 2 leviers, des leviers négatifs. Hein, quand on prend par exemple l'administration, la réglementation, la politique, la lourdeur administrative, etc. etc. Et d'un côté, j'ai des leviers plutôt positifs, c'est-à-dire l'innovation, le réseau, et M. Montebourg nous a fait une belle démonstration de réseautage, et je pense que c'est important aussi, effectivement. Hélas, le problème de réseau, ça pourrait être une question en soi. Si on oppose ces leviers-là, finalement, j'ai l'impression que les leviers négatifs sont pour l'instant plus forts que les leviers positifs. Moi, personnellement, et c'est une pensée personnelle, je pense que
pour l'instant, les leviers négatifs donc l'emportent, et je pense aussi que la décision ou les décisions ne seront que politiques dans un premier temps, justement pour pouvoir avoir une souveraineté alimentaire. Je vous pose une question ouverte, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi et dans le cas contraire, est-ce que vous pouvez justement me démontrer que j'ai tort? Alors, merci. Qui c'est qui veut prendre la parole? Arnaud Montebourg. Écoutez, il y a une énergie créative dans le pays qui est formidable et qui ne se tarie pas. Et il y a un système centralisé de fabrication des normes assez opaque. Je dis souvent, c'est pas les ministres qui font les lois, c'est même pas les députés, c'est les administrations. Moi, quand j'ai eu la chance d'être dans un gouvernement pendant 2 ans et demi, je refusais de signer tout ce que je ne comprenais pas. Je veux dire, ça fait pas mal de choses. Donc ça repartait dans le circuit interministériel. J'ai dit, je veux pas ça. Je comprends rien. Si moi je comprends pas, vous imaginez le français qui va au journal officiel. Et c'était une méthode pour amaigrir finalement la fabrication à jet continu de normes. En France, on a trop d'administrateurs et pas assez d'ingénieurs, en quelque sorte. Donc, ça viendra, il y aura le retour du balancier. On est une société qui est assez tendue, en crise, qui a besoin de régulation. Donc on s'en remet toujours à la même instance, qui elle-même est opaque, n'est pas adaptée, alors qu'on pourrait régler beaucoup de problèmes, soit par la confiance, soit par le contrat, soit localement, sans faire appel à l'État et ces circuits absurdes. Voilà. C'est ça notre sujet, c'est un sujet important, mais tout le monde surmonte ça. Par le système D, par l'entraide, tout le monde finit. Mais c'est une énergie folle qu'on gaspille. Et si l'énergie du pays pouvait être, qui est énorme, pouvait être utilisée à autre chose, franchement, la France est le plus beau pays du monde, mais alors ce serait le pays le plus prospère du monde. Donc il ne nous manque pas grand-chose en fait. Donc je ne suis pas désespéré. Parce que ça va venir, c'est tellement... Le pays est aujourd'hui bloqué, hein. Franchement il est bloqué, d'abord par ses divisions, également par son système centralisé qui ne marche pas. Voilà, ça marche pas. Regardez comment peut-on gérer une entreprise comme l'éducation nationale par un point central d'1 million de personnes. Même l'armée rouge avait du mal à être commandée et c'était militaire. Donc, comment voulez-vous faire fonctionner ça? Ça ne marche pas. Donc il faut trouver d'autres systèmes. Et donc le pays doit maintenant se pencher sur sa méthode de travail en commun. Je ne sais plus qui m'interrogeait, je crois que c'était les journalistes tout à l'heure de la presse agennoise qui me demandait mais comment on va faire les conflits de l'eau? Mais on ne va pas les traiter à Paris, on va les traiter par des actions collectives, intelligentes, avec du partage de diagnostic, du partage d'expertise et des solutions, 1, de régulation, et 3, avec des arbitres quand il y a des conflits. Vous allez à Valence, on parlait d'Espagne tout à l'heure, depuis un millénaire, il y a un tribunal de las aguas, où on travaille, où on rend justice sur les mésusages et les bons usages de l'eau. Bon, on va le faire, même dans les Pyrénées-Orientales, la Catalogne française, hein, puisqu'il y a un Pays basque français, il y a aussi une Catalogne française, on va traiter ces problèmes localement. On ne va pas faire des messes, comme le maire de Perpignan est allé participer à une messe pour faire pleuvoir, ou au contraire, aller incendier des cars de CRS autour d'une bassine dans les Deux-Sèvres. Je pense qu'on est capable, donc on a un problème de construction du commun dans notre pays, et donc ça a pour conséquence que la politique est sinistrée aujourd'hui, la démocratie est sinistrée. Et donc ça a des conséquences économiques. Donc il faut le traiter. Mais pour le reste, dans nos entreprises, il y a une énergie extraordinaire et créative. Donc je suis très positif. Merci. Est-ce que vous voulez réagir également ou on passe à... Effectivement, la première présentation qu'on a vue, et quand on regarde les chiffres un peu objectivement, c'est logique que le sentiment un peu négatif soit ressorti. Moi, je pense qu'il y a une polycrise sur la souveraineté. On a parlé économique parce qu'on a du mal à investir. Il y a une problématique démographique. On a du mal à avoir des agriculteurs. On a du mal à attirer les talents pour faire de l'agroalimentaire parce qu'il y a une forme de bashing global à la fois de l'agriculture et des métiers de la transformation.
il y a un sujet écologique. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même des sujets de crispation sur la souveraineté alimentaire. Et je trouve que c'est un très bon point qu'on en discute ce soir, parce que d'un côté, je partage pas la globalité de votre optimisme. Je pense qu'il faut en prendre conscience qu'on est sur une pente qui n'est pas forcément la meilleure pente au niveau national sur ce sujet-là. Maintenant, de notre côté, effectivement, il y a une multitude, je gravite dans l'univers un peu des startups alimentaires, ou des PME alimentaires, on les appellera comme on veut. Je décèle aussi cette formidable énergie, et je décèle aussi cette envie de les développer et de les faire vivre. Mais effectivement, il faut qu'on réussisse à aller dans la même direction. Et encore une fois, je trouve que ce qui se passe ici, et j'aime bien moi les exemples très concrets au niveau de l'agropole, la solidarité entre les entreprises, je prends un exemple concret, on n'arrive pas à recruter de techniciens de maintenance, ça n'existe pas. On s'est regroupé l'année dernière 4 ou 5 entrepreneurs de l'agropole avec l'agropole. On a créé la formation, on a créé un BTS, on s'est dit voilà, en fait tous les étudiants, on va tous les embaucher, comme ça c'est réglé. On a créé le BTS, première année 12 étudiants. En fait, il y a ces exemples-là très concrets qui arrivent, qui sont très positifs, qui sont très locaux, mais néanmoins, je pense qu'il faut prise de conscience globale qu'on n'est pas sur la bonne direction au niveau global et au niveau national. Il y a besoin de cette prise de conscience collective, parce que sinon, ce qu'on voit aujourd'hui, pas possibilité de recruter, pas possibilité d'acheter français. Et en fait, quand vous discutez du coup avec tous les entrepreneurs, on dit tous la même chose. On n'arrive pas à acheter de matières premières, on n'arrive pas à recruter. Il y a un moment où en fait, on a besoin d'aide et on a besoin de support pour recouvrer ce leadership mondial d'agroalimentaire qui est le nôtre en fait et qui demande qu'à repartir. Merci. Une autre question éventuellement? Oui, un bras qui se lève là-bas. On a parlé qualité quand même au début, dans les amandes, dans la volaille. Alors, je vais faire réagir mon côté gauche. Je vais partir de la partie agricole. Oui, la qualité, c'est important. Et on se différencie sur les types de production qu'on fait en France. On ne cherche pas à être les concurrents du Brésil dans notre travail de production agricole. Donc il y a une ambition, c'est d'avoir des systèmes de production qui soient durables et des produits qui soient qualitatifs. Et donc c'est ça qui doit nous différencier par rapport à nos concurrents du marché. C'est la place qu'on doit prendre et c'est ça qui peut motiver nos agriculteurs à le faire. Là on parle aussi de petits débats, certes on a quelques problématiques réglementaires ou l'utilisation des phytos, ce genre de choses, mais il faut pas garder, il faut voir le temps long. Le temps long c'est quoi? C'est cet objectif de dire on a des terroirs, on a des agriculteurs qui sont là pour produire des produits de qualité, on a toutes les capacités de le faire et donc l'ambition elle doit être autour de ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur le développement des filières. Je vais vous donner un exemple de ma coopérative sur le blé dur. On est le plus gros collecteur de blé dur français, donc blé dur ça sert à faire les pâtes et le couscous. Et on est avec notre plus gros client, c'est Panzani. On produit une grosse partie de ce que Panzani utilise dans sa semoulerie de Marseille. Et là, c'est sur du qualitatif, c'est-à-dire qu'on a des programmes, des cahiers des charges spécifiques avec Panzani sur des modes de production durable du blé dur qui préservent la biodiversité, qui réduisent l'utilisation des phytos, qui travaillent sur des dimensions variétales pour apporter un aspect qualitatif au produit. Et c'est comme ça qu'on va se démarquer. On ne va pas se démarquer sur le blé dur en essayant de faire la même qualité qu'un blé dur du Canada. Donc, et des exemples comme ça dans les filières de production agricole, je peux vous en citer tout un tas. Voilà. Donc l'objectif, il est vraiment de se différencier par la qualité de la production agricole française. Je veux bien rebondir. Merci d'avoir posé cette question parce qu'effectivement,
la qualité, c'est primordial. Si je peux me permettre, je parlerai de qualité nutritionnelle des ingrédients qui, dans notre domaine, est vraiment fondamentale. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'effectivement, avec le changement climatique, il y a un risque, effectivement, sur la qualité nutritionnelle des ingrédients. Donc nous, ce qu'on souhaite porter, et on n'est pas les seuls, mais comme combat, c'est des transitions à des pratiques d'agroécologie. Pour faire des conversions à l'agriculture de conservation des sols, promouvoir la biodiversité, etc., ça prend 5 à 10 ans. Comment on accompagne, comment on aide. Donc là, je vais revenir sur un levier plus négatif, mais effectivement, on revient à qui va payer, qui va investir pour soutenir les agriculteurs dans des pratiques agroécologiques dont on sait qu'elles sont plus vertueuses. Pour vous donner un exemple pour illustrer, ce qu'on essaie de démontrer en ce moment, donc là c'est une thèse sur un temps assez long, c'est avec la mesure du vivant du sol. Donc on fait des mesures dans le sol et on essaie de faire un parallèle, mais ça prend du temps, entre la qualité du sol, la présence notamment de vers de terre, en tout cas le vivant du sol, et la qualité nutritionnelle des ingrédients qu'on trouve à la fin en production. Donc tout ça pour démontrer quoi? Que si on a des meilleures pratiques agricoles, si on fait des conversions avec nos partenaires agriculteurs, on arrivera à avoir une qualité nutritionnelle qui sera meilleure. En prenant en compte aussi ce qu'on sera capable de faire pousser, produire dans nos régions, dans nos climats. Donc la qualité, elle est fondamentale. Il faut jamais la dissocier de la souveraineté et de la sécurité alimentaire. La question revient sur comment on finance, parce qu'aujourd'hui, les financements des agriculteurs pour arriver à des pratiques agroécologiques, ils sont très très difficiles. Donc il faut là aussi être créatif et trouver des moyens. Le privé en finance une partie, mais il faut aussi trouver d'autres moyens de financer cette conversion, parce qu'il y a effectivement des pratiques qui changent, des rotations de culture plus longues, donc des rendements qui sont aussi plus aléatoires. Donc voilà. Donc la qualité, c'est effectivement un enjeu, mais il faut qu'on soit collectivement sur le sujet à l'accompagner. C'est un temps long. Merci. On a encore le temps pour 2 questions, je pense. Oui. Ah voilà, madame. Et après, donc, il y aura monsieur au fond. Bonjour à tous. Alice Le Saffre, je suis dans l'innovation dans le secteur agroalimentaire. J'ai une question qui prolonge un peu la question précédente, qui est sur le bio. Parce que je pense qu'on voit tous que le bio est extrêmement challengé ces derniers mois, pour ne pas dire un peu plus. Et j'ai l'impression justement que c'est un peu le local qui lui fait de la concurrence déloyale, on va dire. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'on s'accroche au bio à tout prix, sachant aussi qu'il y a une multitude de labels qui confusent, qui mélangent un peu la perception des consommateurs? Voilà, donc je m'interroge beaucoup sur l'avenir du bio et comment on gère tout ça. Oui, Jacques Roison. Sur la partie, effectivement, sur le marché du bio est un peu en difficulté. C'est aussi un effet de l'inflation. C'est que le portefeuille des Français se réduit un petit peu et ils ont moins d'argent à mettre là-dedans. Donc la consommation se ressent immédiatement. Effectivement, on est dans des situations sur certaines filières agricoles de production où on est déjà en surstock. C'est-à-dire qu'on est obligé d'écouler des productions bio en produits conventionnels. Ça détruit de la valeur dans toute la filière et ça détruit potentiellement des outils industriels et aussi le travail des agriculteurs. Donc on est dans ces phases des fois un petit peu complexes où ça va faire un peu de yo-yo. Il y aura toujours un marché bio. Après, est-ce qu'il y aura probablement d'autres marchés aussi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le bio qui peut se prévaloir d'un système de production durable. Il y aura des cahiers des charges intermédiaires qui peuvent donner suffisamment de confiance aux consommateurs qu'on a changé nos modes de production agricole et qui sont plus vertueux sans aller au niveau du bio. Voilà. Donc je pense qu'on va vivre dans les années qui viennent des phases un petit peu de transition et d'adaptation de nos modèles de production bio qui sont liés à cette problématique de consommation et de prix. Voilà. Oui, je peux compléter. Il y a évidemment un futur sur la bio que nous on voit sous l'angle bio et agroécologie. Là encore, on pense qu'une bio locale et les pratiques agroécologiques peuvent améliorer aussi
la valeur ajoutée, la valeur perçue de la bio. On milite aussi pour beaucoup de transparence, parce qu'au final, on touche un consommateur. Et pour qu'il puisse, à un moment donné, faire son choix, il faut qu'il ait un choix éclairé. Donc l'affichage environnemental, c'est quelque chose que l'on soutient, au-delà de l'affichage nutritionnel, parce qu'à la fin, et la bio d'ailleurs est très positive dans l'impact sur l'affichage environnemental, parce qu'il y a effectivement une vertu au produit bio. Donc, moi, je rejoins complètement. La bio a un futur, mais il ne faut pas la voir que sous l'angle de la bio. Il faut la voir sous l'angle bio, local, l'impact environnemental, la biodiversité, la réduction et l'absence de pesticides. Donc je pense qu'on a vécu 10 ans avec une hyper-croissance sur la bio, dont beaucoup d'intervenants sont arrivés, sont en train de repartir. Donc ils sont venus parce qu'à un moment donné, ils ont vu qu'il y avait potentiellement de la croissance. Ils repartent. Restent ceux qui y croient et qui vont continuer à la faire prospérer. Et tout à l'heure, en préparation, on discutait. Ce que je n'avais pas comme information, c'est que sur les conversions à la pratique bio, il n'y a pas de réduction sur l'amont. Donc l'amont agricole continue son plan de conversion. Et donc ça, c'est un message qui est quand même très fort. Si l'amont ne cède pas aux sirènes du court terme que l'on peut voir dues aux effets d'inflation, eh ben, il faut soutenir l'amont et évidemment continuer à le promouvoir auprès du consommateur final et de nos distributeurs qui se posent des questions peut-être à court terme. Le bio a connu un coup d'arrêt extrêmement violent, moins 20%, grosso modo, dans les moyennes entre moins 15 et moins 1, l'année dernière. La crise inflationniste y est pour beaucoup. Et puis, le fait que l'absence d'identification claire du bio dans l'esprit des consommateurs a fait le reste. C'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on a tellement parlé, on ne sait pas. Donc la question de la qualité, ça renvoie à la question précédente, c'est-à-dire la recherche du compromis entre le fonctionnement économique d'une exploitation agricole et les besoins du consommateur. C'est toute la tension qui existe entre l'appareil productif agricole et l'appareil imaginaire du consommateur, qui est en permanence en tension. Et il n'y a pas d'autre solution que la construction permanente et progressive de compromis. Voilà. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un débat. Il faut que les points de vue s'expriment. Et c'est très difficile parce que dans l'ordre économique, il n'y a pas de débat. Il y a des produits sur un marché, des consommateurs qui prennent ou qui ne prennent pas. Or, l'injonction écologique, qui est portée généralement par des gens qui ont une position radicale, n'a rien à voir avec le compromis. Et l'injonction économique, elle n'a rien à voir avec un compromis parce que la sanction, c'est le marché. Bon. Donc, il faut bien qu'il y ait une instance quelque part qui organise en quelque sorte des choix collectifs. Et ces choix collectifs, ils se traduisent soit par la loi, soit par ou des signaux pris, que peut être la fiscalité, des aides, etc. Là, sur le marché, les consommateurs ont dit on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer nous-mêmes la chute des rendements agricoles, qui sont liés au changement de modèle agroécologique. Donc qui va payer? C'est la question de l'inflation. L'inflation verte, l'inflation écologique. Qui va la payer? Qui va payer le fait qu'il n'y aura plus de pétrole et qu'on va être obligé de financer des énergies renouvelables à 120 € le mégawatt. Bon, alors que quand c'est du charbon, c'est 30 €, 50 €. Voilà. Qui va payer? Donc ce choix politique-là, personne ne le pose, parce comme on a un système démocratique qui est complètement déréglé, on n'arrive pas à faire les arbitrages avec des positions. Et le rôle des dirigeants, c'est pas de dire c'est ça, exécution. C'est voilà le dilemme qui est collectif. Il y a ça d'un côté, il y a ça de l'autre. C'est une contradiction à résoudre, comme on la surmonte. Je vous écoute d'un côté, je vous écoute de l'autre. Et ensuite, il y a une tierce personne qui va dire, et généralement c'est l'arbitre, qui va faire le choix qui permette que tout le monde soit à peu près gagnant. Dans une société adulte, voilà, c'est ce que je
C'est comme ça qu'on a toujours fait d'ailleurs hein, dans l'histoire. Alors on peut se taper sur la figure pendant des années, des mois, etc. Mais il va bien falloir qu'on avance. Qu'on avance sur l'agroécologie et qu'on continue à... que les agriculteurs puissent continuer à vivre. Parce que s'ils ne vivent pas, bah, ils feront faillite, se suicideront, ils fermeront ils ne transmettront pas. Aujourd'hui, il y a 20% de la surface agricole utile qui n'est pas exploitée. Vous avez des départements entiers avec des friches agricoles. On parle des friches industrielles, des friches agricoles dans ce pays. Je rappelle que dans les Pyrénées-Orientales, la présidente du département a exhumé un article du Code rural permettant la remise en culture de terres sous-exploitées ou abandonnées. Et ça passe d'ailleurs par le préfet. Il y a 400 hectares sur 4 communes. Des très bonnes terres, très irriguées. Là-dedans, il y a un âne qui paie, une vache éthique sans H qui broutonne. Et il ne se passe rien. Et c'est de la terre pour les agriculteurs non exploités. Et donc, c'est donc qu'il y a une crise aujourd'hui de l'agriculture qui n'est pas traitée à travers les conflits et les contradictions qui doivent être surmontées. Donc ça, c'est un débat de société quand même qu'il faut porter. Alors, vous ajoutez à ça, c'est un peu ce que vous disiez, les questions de l'eau, les questions de pesticides qui sont devenus des marqueurs pour un certain nombre de groupuscules politiques, quand ce ne sont pas plus que des groupuscules d'agitation ou d'activistes. Bon, bah, vous voyez qu'on n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Donc la crise du bio, elle doit être traitée aussi comme ça, politiquement. Parce que moi, si on dit à tous les Français, vous allez tous manger bio, mais à quel prix et qui va payer? Ben voilà. Et parce que les agriculteurs, ils sont sur un marché et qui est très régulé, hein, et qui est subventionné grâce à la PAC sur l'essentiel des grandes productions. Que se passe-t-il si on a un projet de société aussi ambitieux que celui-là, et comment on le finance? Bon, ben ça, c'est pas traité, il faut l'affronter, ça. Et pas avec des oukases, parce qu'on va pas avancer. Il y a des pays qui vont résoudre ça. Nous, on nous a mis, et c'est c'est la conséquence du démantèlement de la PAC, on a mis les agriculteurs français et européens sur le marché mondial sans protection. Nous sommes en concurrence avec l'agro-business brésilien ou argentin, où les exploitations font 300 000 hectares, où il y a un ingénieur agronome pour 1000 hectares. Chez nous, regardez les ingénieurs agronomes dans les chambres. C'est difficile quand même. Il n'y en a pas autant. Il y a des techniciens. On voit bien que les investissements contre lesquels on se bat sont démesurés. Et nous avons une histoire et une géographie qui est la polyculture familiale, qui est structurellement quand même le bocage maintenu, plus ou moins, malgré les conséquences fâcheuses parfois du remembrement, et sur la biodiversité, et sur les équilibres des sols, et tous ces éléments-là. Et donc, nous, notre travail, c'est quand même de respecter notre modèle. Est-ce que ça peut se faire en nous mettant sur le marché mondial en concurrence sans limite? Ça aussi, ça fait partie du débat. Or, la souveraineté alimentaire, vous ne pourrez pas préserver vos intérêts sur le libre marché. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est une utopie des libéraux excessifs ou extrémistes. Voilà. Donc, la nourriture, c'est un bien difficile à acquérir. Donc, c'est un bien qui doit faire l'objet de mesures de protection. Et la PAC initiale, les quotas de sucre, les quotas de lait, etc., qui ont tous été démantelés, c'était un système protectionniste qui nous a permis de développer l'agriculture française sous son abri. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc maintenant, on verse des aides à l'hectare, même non cultivées. Incroyable! Le découplage, on appelle ça le découplage. Mais c'est incroyable! J'ai été parlementaire pendant 18 ans. J'ai vu, pendant toutes ces années, moi, j'ai vu les agriculteurs disparaître, mes voisins, mes amis, disparaître les uns après les autres. J'ai vu la course aux hectares, ça existe quand même. Et puis maintenant, vous avez des gens qui ont des centaines d'hectares et qui disent « j'arrive pas à vivre ». J'ai rencontré un gars formidable, 3 frères, en Haute-Marne. Ils avaient 600 hectares. Les gars, un jour, ils passaient avec le tracteur, ils avaient le masque, la population les regardait de travers. Puis un jour, ils ont dit, j'ai fait mes calculs, j'arrête tous les intrants, j'économise tant, je redeviens rentable en diminuant mes rendements par 2
c'était de la grande culture. Bon, ils ont basculé dans le bio sans y croire vraiment. Ils ont d'abord fait un calcul économique. Ils se sont mis sur le bio. Puis là, ils se prennent la gamelle. Où là, pour le coup, les prix, il y a de la destruction de valeur, comme disait Jacques. Eux, ils ne peuvent pas avoir un raisonnement de court terme. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, on doit maintenir cette position, continuer cet effort, mais il faut avoir un débat national sur quelle agriculture on veut. Donc, ça suppose qu'au lieu de s'envoyer des noms d'oiseaux, de faire des manifs, etc., on essaie quand même de concilier les contraires. C'est normal dans une société de concilier les contraires. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'une société, elle tient ensemble avant qu'elle se déchire. Excusez-moi, c'est un peu politique, mais c'est bien le problème. C'est qu'on n'a pas de système politique qui règle nos problèmes. On a des gens qui ont des idées, qui font des trucs, qui nous obligent à... Ils font du 49.3, du 41.3, du 44.4, ils vous tapent sur la figure, ils envoient les CRS quand les gens sont pas contents, mais... Et au bout du bout, qu'est-ce qu'on a construit ? Rien. Voilà. Oh. Oui, sur le bio, au-delà de la dimension politique, effectivement, la crise est très dure. Je voulais juste donner un point de vue de transformateur. Nous, on fait que 100% de bio et on continuera à faire 100% de bio pour une raison assez simple. C'est que si je vous pose la question entre deux produits, entre un produit bio et un produit conventionnel, lequel vous préférez manger, vous allez tous préférer manger le bio. En baby food, le bio, c'est à origine équivalente. Prenons deux parcelles, l'une à côté de l'autre. Si vous avez deux pommes, vous allez préférer prendre une bio. Le marché de la food du bio en France, c'est à peu près 5-6%. Sur le baby food, c'est presque 40%. Donc les parents, ils ont bien compris que pour leur bébé, il y avait quelque chose à jouer avec le bio. Maintenant, je pense que d'un point de vue des transformateurs, on a fait deux erreurs. La première, c'est que on n'a pas suffisamment raconté la proposition de valeur. Parce qu'évidemment, le bio coûte un peu plus cher à produire pour les questions, dans la grande majorité des cas. Et en fait, le coût dans le produit fini, il ne se justifie pas forcément. J'ai utilisé un gros mot qui est un peu le marketing. Nous, on fait beaucoup d'innovation. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se sont lancées par effet d'aubaine sur le marché du bio et qui ont oublié la proposition de valeur. Juste un logo agriculture biologique a fait vendre pendant très longtemps. Ce temps-là, il est révolu. Et donc, cette crise-là, elle permet à beaucoup de se réinventer, se dire, au-delà uniquement du bio, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire, qu'est-ce que mon produit a apporté comme service nutritionnel, comme goût, hein, des choses basiques qui avaient été un peu oubliées par certains acteurs. Le deuxième sujet, c'est que certains ont confondu les taux de marge et les masses de marge. C'est-à-dire que comme effectivement, du coup, la partie amont agricole coûte un peu plus cher, toute la chaîne a continué à pratiquer les mêmes taux de marge pour qu'à la fin, du coup, pour un produit qui va coûter 5 à 10% plus cher sur la matière brute, on se retrouve avec un produit qui coûte 2 fois plus cher sur le rayon. Ça, c'est pas normal. Et donc, je pense qu'il y a une correction aujourd'hui qui est en train de se faire. Alors, elle est hyper dure et j'espère qu'il n'y aura pas d'impact sur l'amont, parce que s'il y a demain un impact sur l'amont, alors là, pour le coup, la crise va être beaucoup plus structurelle. Et c'est là qu'on a besoin de la politique pour aider à ce sujet-là. Mais dans le fond, sincèrement, il faut qu'on continue sans aucun agribashing pour l'agriculture conventionnelle. Il faut qu'on continue à aider nos agriculteurs dans les modes de conversion bio, plus respectueux de l'environnement. Je veux dire, c'est un sujet qui est absolument fondamental et il faut que nous, transformateurs, on réussisse à bien le valoriser. Voilà. Et j'espère que cette crise va être temporaire et qu'on va vite s'en remettre. Merci Jérémy. On prend une dernière question, voilà, qui était, voilà, monsieur. Oui, François, je travaille à Agrotech. Je suis heureux d'entendre que la souveraineté passe par l'innovation. Alors, souveraineté bien ordonnée commence par soi-même. Donc, c'est pour signaler à Arteris, pour aider vos salariés, qu'il existe des structures, des centres de ressources technologiques qui sont agréés crédit impôt recherche, qui est le cas d'Agrotech sur l'agropole. Et notamment, on travaille énormément sur tout ce qui est accompagnement de filières. Donc voilà, c'était un petit tuyau si jamais votre salarié veut nous contacter, il n'y a pas de problème.
Très bien, merci pour cette note positive de conclusion, c'est parfait. On va passer au cocktail. Je vais remercier tous nos intervenants, donc Arnaud Montebourg, Jacques Roison, Nicolas Delus, Jérémy Stroner, Arnaud Pichard et Payou Echtelekou. Et puis donc je vais laisser à Sylvain Pinault le mot de la fin. Merci Adrien pour l'animation de cette soirée. Merci à tous pour le niveau de ce débat. On a 2 bonnes nouvelles. Donc effectivement un cocktail dans quelques minutes à laquelle vous êtes tous invités. Et puis deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut se retrouver dans 3 semaines maintenant, le 1er juin, avec les rencontres de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine qui sont habituellement à Bordeaux, qu'on a rapatrié sur le Lot-et-Garonne. 1er juin, 10h30, vous êtes tous les bienvenus. Nous aurons la présence de certains intervenants. Je peux déjà citer Marc Dufumier de l'AgroParisTech et je salue quelques amis d'AgroParisTech qui sont venus là cet après-midi. Et puis nous aurons une émission télévisée de TV7 en direct depuis la chaîne YouTube de TV7 et sur les ondes bordelaises. Voilà, merci à toutes et à tous d'être venus sur l'Agropole et je vous souhaite une très bonne soirée.